Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre podcast consacré à Midsommar. Pelle réussit à convaincre Dany de rester. Bouleversée par la cérémonie et les suicides auxquels elle vient d'assister, Dany s'apprête à partir. Pelle tente de la retenir en lui parlant calmement, avec la gentillesse et le regard bienveillant qui le caractérisent. Il aborde de nouveau la mort de ses proches. Lui aussi est orphelin, mais il n'a pas connu le sentiment d'abandon que ressent Dany. Il a grandi dans une communauté qui l'a soutenu et qui est pour lui une véritable famille. C'est à cette occasion qu'il mentionne le manque de considération de Christian à son égard. Dany se sent-elle vraiment soutenue par lui ? Pelle, qui déjà dans la scène au début du film avait une espèce d'intérêt vraiment pour Dany que les autres n'avaient pas ou ne manifestaient pas. Tout à fait. Et là en fait, Dany a quand même une réaction très saine en fait, c'est qu'elle décide de partir, Ouais. de plier ses bagages et en fait il intervient et il la retient pour moi coûte que coûte. On voit qu'elle tient vraiment à partir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment quand il voit que c'est mort, elle va partir, que hop, il bifurque totalement le sujet et ça révèle vraiment de lui un côté bien plus manipulateur que ce qu'on pouvait croire. Il touche la corde sensible, c'est-à-dire qu'il lui dit écoute, je sais ce que tu ressens, moi aussi j'ai perdu mes parents. Et elle lui dit voilà. Mais il s'agit pas de ça là en fait. Il s'agit pas de ça. Ouais. Et donc on se dit elle voit clair quand même dans ce qui se passe. Mais non, en fait il s'agit de ça. Moi aussi j'ai perdu mes parents. Elle arrive en fait à la retenir avec la seule chose qui lui manque, une famille en fait. Exactement. Voilà, et c'est comme la carotte avec l'âne quoi. C'est ça. Il lui montre le prix qu'elle peut avoir en restant quoi. C'est ça. Et c'est là que c'est pervers parce qu'au début du film, quand il lui parle de ses parents, c'est bienveillant. Et là en fait il s'en sert de l'autre côté pour la retenir. Maintenant, est-ce qu'il la retient parce que il sait que si elle part, elle risque gros et que... Voilà, moi c'est ça ma question. Est-ce qu'il est vraiment condamnable ou est-ce que vraiment il la manipule parce qu'il faut qu'elle reste? Est-ce qu'il veut qu'elle reste parce qu'il sait qu'elle pourrait être intégrée à la communauté? Voilà. Est-ce qu'il veut qu'elle reste parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il veut peut-être en faire sa femme, j'en sais rien. Voilà. Ou est-ce qu'il veut qu'elle reste parce qu'il sait que si elle essaie de partir, ils vont la charcuter? Oui, non, c'est clair. On sait pas trop. Mais moi, je trouve que, encore une fois, c'est une technique hyper intelligente de la part d'Astor. Et c'est en ça qu'ils utilisent... Moi, je trouve qu'ils utilisent un peu les mêmes techniques que les sectes, en fait, d'une certaine façon. Totalement. C'est-à-dire que les méchants, entre guillemets, au sens de les méchants et les gentils dans les films, quoi. Les méchants, ici, ils ont toute notre sympathie, parce que Pelle, il est hyper adorable, quoi. Sa façon de la regarder, elle est à milieu de celle dont Christian la regarde. Oui. Et moi, à ce moment-là du film, j'ai envie qu'elle lui fasse un gros bisou, en fait. Non, mais c'est pareil. Tu te dis, on a envie qu'elle se console dans ses bras, quoi. Alors qu'en réalité, et si on remet les choses dans leur contexte, c'est quand même lui qui a amené tous ses amis dans un traquenard. Et il sait qu'il n'y en a pas un qui va en ressortir vivant, en fait. Mais ça, en fait, t'as pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le recul de me dire ça. Non, moi non plus. À ce stade-là, j'ai dit, enfin quelqu'un qui l'écoute, qui arrive à la faire pleurer, qui partage sur la perte de ses parents. Enfin, quelqu'un qui arrive à lui en faire parler. Et moi, j'étais presque à me dire, vas-y, embrasse-le, quoi. C'est ça. Et puis, tu vois, il arrive à amener cette notion de Arga sera une famille pour toi. Et je sais pas si c'est innocent de sa part, mais parler de famille pour quelqu'un qui vient de perdre la sienne, c'est très bien l'impact que ça peut avoir. C'est fait exprès, c'est sûr. Il est très malin. Et donc, clairement, il lui parle de ses parents, que ici, il a eu ce qu'il aurait jamais eu sans ça. Après la perte de ses parents à lui, c'est une famille, et que Arga est une vraie famille. Et là, Dany, on voit que ça y est, elle est en mode, tout ce que je pense est remis en question. Oui. Et elle reste. Elle finit par rester. Oui, parce qu'en plus, il lui pose bien la question. Il lui dit, mais en gros, ta relation avec Christian, moi je l'aime bien, Christian, mais t'es sûr ça c'est fou qu'il parce est là pour toi. En fait, c'est encore une fois, comme tu disais, l'horreur en plein jour, c'est qu'il cache rien de même ce qu'il pense. Il lui dit, en fait, pour moi, Christian ne fait pas l'affaire. Tu te rends compte que c'est pas un soutien pour toi ou pas? Et là, on voit très bien dans le regard de Dany, non, Christian ne me fait pas me sentir comme à la maison. Il lui dit home, en fait, en VO. Ouais, feel like home, voilà. c'est ça, ouais. Et non, en fait, c'est que Dany n'est pas un repère de... quelque chose de rassurant, de rassurant pour elle, tout à fait. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les personnages qui techniquement, dans un film d'horreur traditionnel, devraient avoir des rôles de gentils. Oui. Christian, Josh, Mark, sont dépeints comme des individus vraiment égocentrés, qui ont très peu d'empathie pour l'héroïne. C'est ce qu'ils sont, en fait. C'est là que c'est pervers, c'est qu'objectivement, ils sont pas... Ils sont égocentrés, ils sont pas attentifs à Dany. Et en fait, nous, tout est fait pour que le public s'identifie à Dany. Donc du coup, on le vit un peu avec elle et on a un peu de ressentiment envers eux, ce qui paraît logique. Et de l'autre côté, ceux qui devraient être considérés comme les méchants, donc dans un film d'horreur traditionnel qui devrait avoir toutes les tares et tous les défauts, donc les membres de la communauté, c'est les personnes les plus gentilles et les plus dévouées envers elle, en fait. Ça.
Et on sait qu'ils commettent des atrocités, hein, parce que bon, ils tuent à tort et à travers, et puis il faut voir comment. Mais en fait, on les voit jamais faire. Non, ça c'est très bien, c'est l'horreur hors cadre aussi qui est assez intéressante, c'est que, à part le suicide évidemment au départ, mais les meurtres en eux-mêmes ne sont, je crois, jamais montrés en fait. Sauf Josh. Oui, c'est peut-être le seul, effectivement. Bon, enfin, on voit pas grand-chose même à ce niveau-là. Mais du coup, c'est hyper difficile d'en vouloir aux méchants, aux Arga, parce que c'est eux qui soutiennent et qui mettent en avant le personnage pour lequel on a le plus d'empathie. Oui. Et c'est eux qui punissent ceux qui nous énervent, ceux qu'on n'aime pas, en fait, quoi. Et de ce qu'on voit à l'écran, ils ont l'air d'être uniquement bienveillance et sérénité, quoi. Ils rayonnent. Et puis surtout, ils le sont via le personnage que l'on suit et pour lequel on est amené dans le film, Dani. Exactement. En fait. On voit les choses à travers son regard à elle, et donc du coup, c'est... Voilà. Là où Aster a quand même une espèce de contrebalance de ça, c'est quand même juste après, je sais pas si tu te souviens, juste après que Pélé arrive à convaincre Dani de rester, hop, on a un cut et on repasse sur les visages défoncés de Dan et Ylva en train de se faire incinérer. Et là, tu te dis, ah ouais, les belles paroles, suivies de l'horreur réelle qu'il y a derrière. Mais c'est bien fait parce que du coup, on est manipulé au même titre que Dani, on est manipulé pour rentrer dans la secte, quoi. Exactement, ouais. Et c'est bien fait parce qu'on comprend comment on comprend pourquoi elle reste finalement. C'est-à-dire que moi, en voyant ce film, après l'avoir vu peut-être 2 fois, je me suis posé la question, dans le cas de Dani, est-ce que je serais pas une cible parfaite pour les sectes, en fait, pour une secte éventuelle ou Je pense que dans le cas de Dani, presque tout le monde... Enfin, une perte de repères aussi énorme, c'est... Et clairement, non, je trouve que c'est... Je pense qu'ils utilisent un peu... Enfin, le réalisateur utilise un peu les mêmes techniques qu'une secte utiliserait pour... Je pense clairement que c'est... Je sais pas si c'est vraiment conscient de sa part, mais en tout cas, le fait qu'il dise qu'il veut jouer sur 2 tableaux en permanence à Arga, ça en dit assez long, je pense, sur ses intentions de... Christian retrouve Dani bouleversée. En bon anthropologue, il lui conseille de garder l'esprit ouvert. Après tout, si on est assez ouvert d'esprit, on peut considérer qu'un suicide collectif est une tradition comme une autre. C'est culturel. J'aime bien ce que tu as dit en bon anthropologue. Alors, depuis le début, il est opportuniste de... Ouais. Complètement. Oui, mais j'adore parce que bon, bah voilà, c'est culturel comme, je sais pas moi, la fête à la kiss. Tu vois, quoi, ça fait partie du patrimoine culturel, quoi, tu vois. J'adore. Non, mais oui. Il le présente un peu comme ça. Et je veux dire, c'est quand même des suicides collectifs. Ouais, mais c'est dans la totale logique de Christian. Là, il est en mode, en fait, ah putain, c'est tellement ouf que je vais en faire mon sujet de thèse. J'ai une opportunité de faire quelque chose. Donc, opportuniste. Et en plus, surtout, c'est totalement raccord avec Christian qui ne creuse pas le ressenti des autres, qui ne creuse pas le vrai problème de fond. Et qui est foncièrement égoïste. Et d'ailleurs, voilà, Dani avait presque une chance là de se dire ce qui se passe est pas normal. Et lui, en fait, non. Il l'enterre là-dedans en lui disant faut rester l'esprit ouvert. Enfin, oui, c'est choquant, mais comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est plus choquant que nous qui mettons nos personnes âgées en maison de retraite ? Bon, et Dani, en fait, on voit qu'elle y croit pas trop, mais que bon, en même temps, comment veux-tu qu'elle fasse, quoi ? J'ai envie de dire. Parce que moi, alors, c'est à partir de ce moment que j'ai pensé, parce que j'ai vu beaucoup de films d'horreur et que je connais un peu le schéma, donc je m'attendais à ce que la suite du film, ce soit Dani qui essaie de se barrer, en fait, quoi. Oui. Et sauf que pas du tout. Mais en même temps, si on se met à sa place, là, elle fait comment ? Elle est au milieu de nulle part. Et puis surtout, je te laisse finir. Elle a pas de moyen elle a aucun moyen de locomotion. Elle parle pas la langue. Concrètement, tu t'en vas comme. Et puis bon, son seul point de repère qui est Christian, il reste. C'est ce que j'allais te dire. Son seul point de repère que depuis le début, elle suit, c'est Christian. Il lui fait t'inquiète, on reste. C'est culturel. Bon bah ok. Mais voilà. Concrètement, je pense que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui réagiraient exactement de la même façon. Il resterait. Ouais, c'est. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui se passerait dans un film d'horreur classique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il utilise les codes du genre et il les renverse. Et c'est ce qui fait que le public, il est continuellement surpris. Moi, je m'attendais vraiment qu'à partir que d'ici peu de temps, on les voit essayer de s'enfuir et qu'ils soient poursuivis, comme dans un film d'horreur. Comme classique. Dans un film d'horreur où ça laisse finir limite en un espèce de slasher un peu tordu. Voilà, exactement. Mais en fait, on ne devrait pas être surpris, parce que comme on nous spoil quasiment tout dès le début, voilà... On nous annonce les choses en fait finalement, mais c'est intéressant, je trouve, de ce point de vue-là, de voir qu'il utilise vraiment les codes mais qu'il les modifie, quoi. Il les met vraiment à sa sauce. Et d'ailleurs, c'est peu après que Dani fait un cauchemar, justement, peu après cette discussion avec Christian, elle fait un cauchemar. Tu veux que je fasse la description du cauchemar ? Oui, je déborde un petit peu sur la scène d'après, mais en fait, c'est qu'en fait, pour être totalement franc avec toi, je me suis trompé dans mes notes, donc je vais remonter un tout petit peu. Voilà, soyons transparents. Mais c'est vrai que Dani, en fait, a cette fragilité en fait qui fait qu'elle aurait eu besoin de quelqu'un qui lui dise non mais t'as raison, en fait, c'est pas normal, on s'en va.
comme l'ont fait Simon et Connie, qui d'ailleurs ont disparu du radar depuis, je crois, si je ne fais pas erreur, à ce moment du film. Et en fait, non, elle a quelqu'un qui la conforte en fait dans la normalité, en mode, écoute, on va rester, c'est bon. On va essayer de rester. Et Dany, en fait, n'a pas la force en fait de ça. Et donc, je pense qu'elle se dit comme Christian, bon, gardons l'esprit ouvert, en fait, concrètement. Gardons l'esprit ouvert, c'est pas grave. Oui, je pense qu'elle se laisse souvent influencer par Christian. Quoi, non, clairement. Jusque-là, elle se laisse influencer par Christian. Clairement. Alors que le dortoir est plongé dans l'obscurité, un bruit réveille Dany. Les lits sont vides, elle est seule. Dans l'entrebâillement de la porte, elle aperçoit subrepticement des silhouettes qui s'enfuient dans la nuit. Presque hésitante, elle quitte son lit et sort de la pièce. Elle n'en croit pas ses yeux. Soudain, on entend une voiture démarrer, mais elle a encore du mal à faire confiance à ses sens. Lorsque le véhicule paraît à l'écran, elle est toujours incrédule, comme si ce n'était qu'un mirage. La musique horrifique s'intensifie. On aperçoit Dany sur le bas-côté regardant ses amis partir, totalement impuissante et seule. Elle essaie de hurler, mais son cri est étouffé. Une fumée noire sort de sa bouche et des images saccadées paraissent à l'écran. Le crâne enfoncé du suicidé est mis en parallèle avec les membres de sa famille décédés. L'horreur est à son comble. La musique se fait de plus en plus forte, puis finalement, Dany ouvre les yeux. Ce n'était qu'un cauchemar. Cauchemar dans lequel elle commence à associer d'ailleurs l'image de ses parents et de sa sœur à Arga. Je sais pas si tu l'as un peu vu comme ça, mais en fait elle voit à la place de Dan et Ylva en bas sur les rochers, elle voit sa sœur et ses parents. Oui. Et je pense que ça image assez bien le fait qu'elle... Enfin, je sais pas si c'est l'image que j'en ai eue, mais qu'elle commence à associer un peu l'idée de famille à Arga en fait, en projetant ces images-là. Et aussi, pourquoi pas, peut-être qu'elle se dit, ok, je comprends mieux leurs gestes et j'applique en fait l'image de mes parents et de ma sœur sur ce que j'ai vu du suicide de Dan et Ylva en fait. Je l'ai pas vu comme ça. Oui, c'est possible, tout à fait, ouais. Et puis bon, moi, je trouve que vraiment la peur de l'abandon. Oui, c'est quelque. Alors déjà, je trouve que c'est une peur universelle, l'abandon. Oui. Moi, c'est vraiment, mes pires cauchemars. Moi, c'est vraiment des moments où je suis seule face à une armée de zombies ou des choses comme ça, quoi. D'accord. C'est vraiment l'idée de solitude, et je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Hein. Mais en plus, c'est totalement logique avec le personnage de Dany, bon, étant donné ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est un des derniers moments où on voit à quel point elle est seule. Ça va pas tarder à changer en fait dans la suite du film. Oui, clairement. Donc je pense que c'est vraiment pour appuyer ça aussi, quoi, vraiment enfoncer le clou. Hein. Non, mais c'est clair. Et puis surtout même au-delà de la narration de tout ça dit, visuellement, c'est vraiment impactant. Encore une fois, comme tu dis. C'est très rapide, mais on a le visage de Dan qui est éclaté, qui se reconstitue pour faire raccord en surimpression avec le visage du père de Dany. Ça te marque. Moi, je sais que c'est une scène, même si dans 10 ans, je m'en rappellerai encore parce que c'était vraiment cauchemardesque, quoi. Avec la fumée noire qu'elle crache qui peut rappeler j'ai pas le terme, le dioxyde de carbone. C'est ça qui a tué la famille. Voilà. Et alors un petit truc que j'ai remarqué qui va te faire rire, je sais pas si c'est dans ma tête, moi vraiment je me suis dit je suis sûr que c'est une référence, la couette en fait du lit de Dany a les mêmes motifs que la moquette de Shining en fait. Sérieux ? Moi j'ai trouvé, tu regarderas, je regarderai, et j'ai dit attends, mais c'est quand même gros, c'est filmé en gros plan en plus comme ça, c'est bien possible. Je suis sûr que c'est fait exprès, donc c'est bien possible. Mais donc voilà. Elle s'appelle Dany en plus, je veux dire. Ah oui, il y a Dany. Non, mais il y a Dany. J'en sais rien, c'est peut-être pas juste, ça peut-être juste rien à voir. Mais c'est bien vrai. Je reviendrai sur le nom de famille de Dany plus tard si tu permets. J'ai une petite. Je pense que tu as trouvé l'anecdote là-dessus aussi. Juste, elle. C'est ce qui est intéressant aussi par rapport au suicide. La question que j'aurais, moi, c'est ses parents concrètement. Ils se sont pas suicidés, c'est la sœur qui les a tués. Moi je l'ai compris comme ça, oui. Tu sais que juste avant, sa sœur a un dialogue avec elle sur Messenger, j'en sais rien, elle discute sur référence des années 2000. Elle parle sur MSN. Elle a son tatou. Non mais voilà, elle s'écrit sur ordi et puis sa sœur lui fait je ne peux plus, il fait tout noir, au revoir, je crois, elle marque ça. Clairement on sent que sa sœur est, je pense vraiment au bord du suicide, et du coup oui, moi je pense qu'elle a fait ça pour elle a mis les tuyaux dans la chambre de ses parents pendant qu'ils dormaient, elle s'est branchée le cire à la bouche et ça aura quoi, voilà, basta. Moi je l'ai vu comme ça. Après ça pourrait nous faire évoquer un truc vraiment sur la fin du film par rapport à une théorie qui circule un peu sur internet, mais tout à fait, on y reviendra. En temps voulu, carrément. En temps voulu, tout à fait. Une grande pièce obscure, comme la scène d'un vieux théâtre en bois, sert de décor à la discussion entre Josh et un ancien. Ils sont au centre de l'image, baignés dans la seule source de lumière qui filtre dans la pièce. L'ancien, vêtu d'un froc blanc, irradie de sagesse et de pureté. Dans ses mains, il tient une relique de grande valeur, un livre en alphabet runique appelé Ruby Radar.
Il existe des centaines de livres sacrés comme celui-ci, explique-t-il, tous écrits par leurs oracles. Et parce qu'Ari Aster aime mettre son public toujours plus mal à l'aise, on nous précise que les oracles sont le produit délibéré d'une consanguinité. La réaction instinctive de Josh est la même que celle du spectateur. Il reste sans voix et quelque peu dégoûté. Toutefois, son obsession pour sa thèse reprend vite le dessus et il demande à photographier le livre. Il fait face à un refus catégorique. Et voilà, malaise. Malaise, ouais. Alors surtout que pendant qu'il dit ça, malaise. tu comprends qu'en fait que le personnage au visage déformé qu'on a vu au début du film, mais en plus un plan qui tombe, mais comme ça. Tombe, comme on sait pas d'où il sort. Gros plan contre-plongé qui regarde au début le discours de Dan et Ylva, je crois, quand ils vont manger, et on voit ce personnage en fait, donc qui s'appelle Ruben, je crois. Oui, je crois que c'est Ruben, ouais. En train de peindre une espèce de tambouille de peinture sur le livre qu'on comprend être le Rubirad, parce que je pense que je sais plus le nom de la personne en fait qui feuillette le Rubiradeur avec moi je dis Rubiradre, je sais pas si je sais pas honnêtement avec Josh, je crois qu'on aperçoit dans les peintures de Ruben, et on comprend que Ruben c'est donc lui qui est le fruit de la consanguinité volontaire, histoire de mettre comme tu dis voilà, donc on a là, ça commence à monter d'un cran quand même. Délibérément, en fait, ils font des enfants handicapés pour qu'ils deviennent leurs oracles. En tout cas, des enfants qui subissent les problèmes liés à la consanguinité. Voilà, les problèmes liés à la consanguinité, voilà. Donc c'est assez... j'avoue que là, le film m'avait déjà un peu perdu. Non, là, ça touche à des trucs, même des tabous presque, en fait. Ouais, complètement, ouais. Le film m'avait déjà un peu perdu avec les suicides. Là, j'avoue que j'étais en mode... C'est quoi la suite? Mais pourquoi je regarde ça? Pourquoi? Et d'ailleurs, je trouve que le Rubirad, en fait, quand tu le prends un peu... tu prends un peu de recul dessus, tu peux tout à fait le lier à la religion en général. Alors, c'est un sujet un peu casse-gueule, mais finalement... il dit en fait que le livre est interprété de manière assez libre, il l'interprète comme il le veut, et chacun un peu y voit ce qu'il veut, alors qu'ils ne le comprennent pas forcément. Je trouvais que c'était un écho un peu... Alors, c'est peut-être moi qui le vois comme ça, par mon rapport à la religion, moi qui suis concrètement athée, on va dire, mais du coup, j'y ai vu un peu une espèce de petit parallèle avec ça. Finalement, est-ce que tout écrit sacré est pas sujet à interprétation et sujet à gros dérapage du coup? Parce que clairement, qu'est-ce qui fait qu'il dérape dans cette communauté? C'est que s'il se fie à ce qui est écrit dans le Rubiradre, je comprends pas comment ils interprètent des peintures faites par un mec qui sait même pas ce qu'il peint, je pense. Oui, c'est sûr. Et c'était assez intéressant de ce point de vue-là, surtout quand il dit qu'ils en ont des centaines comme ça, et que tu comprends que les murs autour d'eux dans la pièce sont remplis d'anciennes versions, quoi. Oui. Et tu te dis d'accord, en fait, ça commence à devenir... Alors, soit vraiment c'est un truc qui contrôle à fond sa démarche, soit en fait c'est n'importe quoi, mais ça nous est présenté de façon logique. Oui, on l'interprète comme ça, c'est écrit par lui, par un oracle, et du coup, encore une fois, le joli bonbon qui cache le piège, quoi. Oui, je l'ai vu comme ça, moi, un petit peu. C'est intéressant, oui, comme lecture. Après, c'est peut-être mon rapport à la religion et peut-être. Mais c'est intéressant, effectivement. Ouais. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la scène est un peu interrompue par un cri qui est assez éloigné. Je sais pas si tu t'en souviens. Il y a un cri assez lointain qui fait que Josh est assez surpris. Et on fait un raccord en fait sur Danny qui entend le même cri et sur Mark aussi qui entend le même cri au loin. Et je pense qu'on y reviendra un peu après parce que le Director's Cut notamment. Tu l'as vu ou pas le Director's Cut? Je sais plus du coup. Oui, moi j'ai vu que la version longue en fait. D'accord. Ok. Parce que du coup, le Director's Cut explicite clairement qu'est-ce que c'est ce cri au loin, on le comprend mieux en fait, on en reparlera en temps voulu. Donc voilà. Et à moins que tu aies autre chose à rajouter sur cette scène-là, je pense que la prochaine scène, on va te laisser parler de la prochaine. C'est l'heure du repas. Nos personnages sont de nouveau assis à la grande table en extérieur. La nature et le soleil offrent un cadre idyllique à ce déjeuner qui est pourtant pétri de non-dits et de ressentiments. Le reste des convives est étrangement calme et immobile, ce qui ne fait qu'ajouter à la sensation de malaise qui domine la scène. C'est à cet instant que Christian croque dans sa tourte pour y découvrir un poil pubien. Alors là, ma note, ça a été « Vous reprendrez bien encore un peu de malaise ». Alors c'est vrai que pour ceux qui... T'as fini du coup, c'est bon? Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pense qu'à ce stade, soit vous allez les voir pour voir ce que c'est, soit vous allez vous dire c'est bon, j'arrête le podcast et je ne regarderai jamais ces trucs. J'ai pas envie de regarder ces trucs, ça n'est pas possible. Donc je vais te laisser d'abord dire ce que t'as pensé de cette scène et voilà, je te laisse en parler. Alors encore une fois, le dialogue est excellent, hein. On sent que vraiment c'est en train de monter entre les personnages, qu'il y a de plus en plus de non-dits, de plus en plus de ressentiment, vraiment. Parce que je crois que Dany, en fait, commence à être un peu agacée. Elle questionne en fait le départ de Simon, qui visiblement, d'après la version des Argas, s'est barré sans Connie, chose qu'elle n'a pas l'air de croire. Donc elle reste assez... sur ses gardes quand même. Sur ses gardes. Et quand elle le dit à Christian, en fait, il n'a pas l'air de trop réagir.
On s'en fout, quoi. Et je crois qu'elle lui dit un truc du genre, je te verrais bien faire un truc comme ça de toute façon, genre en mode te barrer sans moi. Et lui, qu'est-ce que t'as dit ? Rien. Elle lui répond et on sent que là, elle est en train de Là, monter, là, elle est en train là, la dynamique est en train de s'inverser un petit peu. Ça commence. Bizarrement, après que Pélé, quelques scènes avant, lui fait comprendre que Christian n'était pas un soutien pour elle. Là, elle commence à impacter elle commence à changer un petit peu d'attitude par rapport à lui. Et je trouve tous ces petits détails, en fait, qui mettent mal à l'aise, tous ces détails qui mettent mal à l'aise, c'est autant de présages, en fait, qui nous incitent à croire que quelque chose de terrible va arriver. Je trouve que le poil pubien entre autres, mais toutes ces petites choses là qui s'ajoutent, on se dit voilà quoi, on sombre toujours un peu plus dans le malaise quoi, et on a peur de la suite du coup. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger en écoutant ce podcast, sinon je vous conseille de poser la fourchette 2 secondes. Mais en fait, par rapport à cette scène du repas, je vais faire un petit écho à la tapisserie qui est suspendue à la tapisserie, on va dire la fresque qui est suspendue à l'étendage. Je sais tout à fait de quoi tu Voilà, au début du film, on voit donc je vais essayer de le décrire un petit peu. Il y a Connie qui est surprise de voir une espèce de... Donc juste après que Simon voit un ours dans une cage, qui fasse remarquer bizarrement d'ailleurs au frère de Pélé qui s'appelle Ingemar, je crois. Est-ce qu'on doit faire comme si on n'avait pas vu qu'il y avait un ours ? Et l'autre il lui répond juste bah ouais c'est un ours. Et juste après Connie voit derrière une fresque pendre à l'étendage, elle dit et ça c'est quoi ? Bah viens on va voir. Et la tapisserie nous présente en fait ce qui peut être apparenté à une espèce de sort illustré qu'une femme jette sur un homme. On voit clairement qu'elle se coupe des poils pubiens et qu'elle les fait manger dans une tourte. Voilà, donc là vous allez faire le lien avec ce qui vient de se produire avec Christian. Mais là où il faut que vous posiez la fourchette, c'est qu'en fait, si vous prêtez bien attention à la scène de Christian, il y a un seul verre qui a une teinte colorée rouge sur toute la table. C'est le sien. Et en fait, quand on fait le rapport avec la fresque, c'est que la femme, pour lui jeter un sort, a visiblement mis des menstruations dans le verre. Voilà, donc en fait je pense qu'on peut légitimement comprendre que Maya a jeté un sort à sa façon à Christian, et là perso c'est là que j'ai commencé vraiment à dire non mais c'est trop dégueulasse. C'est trop là, il va trop loin. Non c'est pas qu'il va trop loin, mais je me suis dit ok il va vraiment à fond dans son délire. Ah il recule devant rien. Voilà, il recule devant rien, et en le revoyant j'ai dit putain mais c'est trash, c'est vraiment trash quoi quand tu penses au truc. Et en fait toute la scène quand tu la revois est faite pour te montrer ce verre en fait. Ce verre, on le voit, il est au centre de l'image. Ouais. Et il dénote par rapport au reste et tout, et encore une fois un truc que j'ai vu en le revoyant parce que tu as une lecture beaucoup plus tout à fait. Moi la deuxième fois je voyais que ça. Je voyais que le verre. Et du coup, le malaise, quand tu le sais, donc c'est une espèce de filtre d'amour en fait qu'elle fait pour qu'il tombe amoureux d'elle. Alors j'ai entendu dire que Ari Aster s'était inspiré de, je sais pas si j'ai pas été vérifier mes sources. Mon Dieu. Mais de choses qui se faisaient. Apparemment il y a très très longtemps, mais. J'espère. Parce que, oui, j'espère bien. Oui, mon Dieu. Si vous nous entendez, ne jetez pas des filtres d'amour comme ça, de grâce. Ou alors, nous invitez pas à bouffer. C'est ça. Je refuserais. Ah oui, là c'est... Non mais ouais, voilà. Donc voilà, alors j'y reviendrai un peu à la fin, si t'es d'accord, sur tout ce qui annonçait tout ça, et comme la fresque là qui... Oula, on va la refaire, j'ai shooté dans le micro, comme la fresque qui annonçait en fait ce qu'elle allait se produire avec le verre de Christian et la tour. Je pense que ce serait intéressant à la fin de refaire une espèce de rétrospective de tout ce qui est annoncé au début. Oui. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine scène. Donc là, on commence à avoir un peu des... Je pense que ceux qui nous écoutent vont dire qu'on est déjà rentré dedans. Hein. On commence plus à rentrer dans le malaise, mais là c'est... Non, mais avoir des meurtres, j'allais dire, voilà, vraiment là, on y va. Vas-y, je te laisse. Obsédé par sa thèse et faisant preuve de respect le plus total, Josh décide de photographier le Ruby Raider en douce pendant la nuit. Il tourne les pages frénétiquement, prenant toutefois soin de toutes les photographier. C'est à ce moment-là qu'il est interrompu par Mark, ou du moins par une silhouette lui ressemblant étrangement. Josh est assommé, tué sur le coup, par un homme ayant revêtu la peau de Mark, à la manière de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Je n'aime pas cette scène. Je sais pas ce que t'en as pensé. En fait, c'est le seul faux pas pour moi du film, en fait, que Aster a... Enfin, vraiment, c'est un espèce de côté grand guignol que je trouve qu'il a pas forcément sa place tout de suite. C'est-à-dire que je dis pas que ce qu'on a vu avant était pas horrible, mais ce qu'on a vu avant était pas le fait de meurtre, en fait. Oui. C'était des suicides, c'était des trucs glauques, le coup du verre, le coup du poil pubien, tout ça. On savait qu'il se passait des trucs dans l'ombre un peu, mais voilà. Là, en fait, j'ai trouvé ça un peu... Je dis pas qu'elle m'a fait rire, cette scène, mais j'étais là... Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et je suis assez d'accord avec toi. Il a mis le... Donc concrètement, t'as compris comment il a enfilé la peau. Ils ont dépecé Mark. Ils ont dépecé le visage de Mark, il a mis sa peau sur son visage à lui. Comme Leatherface. Hein. Je sais pas si c'est une référence à Massacre à la tronçonneuse ou pas, mais peut-être, mais j'ai trouvé que c'était trop extrême à ce moment du film en fait. Et par contre,
Alors niveau malaise instauré, c'est bien parce qu'en plus en arrière-plan on a les grognements de Ruben, donc celui qui est le fruit de la consanguinité, qui se fait des espèces de rognements, histoire de nous mettre une bande son bien cool. Pendant que le mec qui a le visage de Mark regarde Josh en train de se vider de son sang en gigotant avec des spasmes. Et on comprend en fait d'ailleurs que celui qui est sur le visage de Mark, c'est Ulf en fait. Le mec, je sais pas si tu te souviens. Alors oui, on n'a pas parlé de ça effectivement, oui. Mais c'est intéressant de noter que Mark, un peu plus tôt dans le film, décide de soulager sa vessie sur l'arbre sacré. Sans savoir que c'est l'arbre sacré. Sans savoir que c'est l'arbre sacré. Pour lui, c'est un arbre qui est mort. Bon voilà. Donc il pisse dessus, hein, sauf que en fait pour les Argas, c'est l'arbre sacré qui représente la mémoire de tout leur... Parce que c'est là qu'ils balancent les cendres en fait de ceux qu'ils ont brûlés. Voilà, de leur mort quoi. Et donc du coup, là où Mark, alors bon, Mark il savait pas, donc à la rigueur voilà, mais là où il a tort, c'est qu'il s'excuse même pas une seconde. Pour lui, c'est genre bah quoi, c'est un arbre, j'ai pissé dessus, c'est bon quoi. Et du coup, il paye pour ça. Il y a un des personnages qui un des Argas qui vit très très mal le fait d'avoir vu son arbre sacré ainsi souillé. Ouais, on va dire ça, profané, on peut dire aussi. Profané, tout à fait, profané. Et du coup, il pleure, il le vit très mal, et Mark se fout limite de lui, quoi, en fait. Hein, ouais, je l'ai plutôt vu en mode, mais il en fait trop, quoi. Pourquoi il réagit comme ça ? Alors, c'est plus dans la version longue que c'est appuyé, ça d'ailleurs. Je sais pas si tu t'as en tête vraiment les deux versions. La version longue appuie plus le côté vraiment Ulf, il le prend vraiment à cœur, ça le fait pleurer. Il le vit très très mal. Dans la version courte, entre guillemets, ça s'arrête assez vite, quoi. Ah oui, d'accord. Par contre, tout le long du repas, quand même, t'as Mark qui regarde Ulf et qui dit, je crois qu'il dit à Christian, mais il va me tuer ou quoi, ce mec ? Ouais, il me fixe, il va me tuer, il arrête pas de me regarder. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse claire, hormis les yeux bleus, que c'est lui qui porte son visage, mais en fait, c'est précisé dans le script du film, c'est validé que c'est bien Ulf qui porte le visage de Mark, qui d'ailleurs, je crois qu'il rentre nu, en fait. Je crois qu'il a le sexe visible quand il rentre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ce qui en... J'ai remarqué ça, en fait, il est à poil en bas, habillé en haut, et il a le masque de Mark, ce qui rend la scène encore plus... Franchement, non, c'est pas une blague, si vous nous écoutez, c'est vraiment malaisant, quoi. Je pense que là, ceux qui n'ont pas vu le film vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film mais vraiment, non, mais voilà, je dirais à la fin si moi je vous le conseille ou pas, mais en tout cas, cette scène est très dérangeante. Et du coup, on va passer à une des scènes aussi très importantes du film, que je vais te laisser introduire. Le lendemain, Dany est invitée à participer à la compétition qui permettra de choisir la nouvelle reine de mai. Elle revêt une robe blanche et une couronne de fleurs qui souligne sa beauté et offre un contraste saisissant avec les vêtements amples et informes qu'elle portait depuis le début du film. Après avoir bu un thé dont la composition reste énigmatique, mais qui inclut très probablement des psychotropes, la danse peut commencer. Les règles de la compétition sont simples. La dernière jeune fille à rester debout est couronnée reine de mai. Toutes les filles, leurs jolies robes blanches et leurs couronnes de fleurs virevoltent dans une ronde endiablée. Dany sourit enfin. Elle n'est plus seule. Elle fait partie d'un tout, d'un groupe qui danse à l'unisson. Pendant ce temps, Christian est invité à discuter avec Siv, l'une des matriarches de la communauté. Leur face-à-face a lieu dans une pièce étroite dont les murs sont couverts de symboles en noir et blanc. Leur entrevue est ritualisée. Siv regarde le jeune homme droit dans les yeux et lui annonce sans détour qu'il a été sélectionné pour s'accoupler avec la jeune Maya. À l'extérieur, les jeunes filles poursuivent leur danse dans un tourbillon de fleurs. Pour la première fois, Dany a enfin trouvé sa place au sein d'un groupe. Elle danse avec bonheur et maîtrise la chorégraphie de manière presque instinctive. Une à une, les jeunes filles chutent. Il ne reste plus que Dany, incrédule, désorientée, éberluée. Elle est la nouvelle reine de mai. Ce que tu dis, oui, c'est ça en fait. Elle danse avec bonheur, c'est presque instinctif pour elle. Oui. C'est la première fois du film qu'on la voit souriante, alors qu'en fait elle est en train de mettre vraiment le pied dans la fosse au serpent pour de bon. Et c'est ce qui est assez dérangeant, c'est que tu trouves, moi j'ai trouvé la scène vraiment chouette à regarder, genre en mode vraiment une espèce de transcendance d'accomplissement en fait pour elle. Ça y est, elle a enfin sa place, elle a enfin accepté dans un groupe. Place, ça fait du bien. Les autres la regardent, la considèrent. Totalement, elle existe en fait. Et l'inclut, quoi. Elle fait partie d'un tout. C'est ça. Alors que jusque-là, elle essayait tant bien que mal, comme une moule sur son rocher. Très belle métaphore. Non, mais c'est ça, de s'accrocher à Christian, quoi, en fait. Une moule solitaire. C'est ça, ouais, exactement. Et là, Précisons. Elle fait vraiment partie d'un tout. Alors moi, j'ai trouvé que la scène était très belle à voir, déjà visuellement. C'est très, très beau. Super belle.
ça se voit à la façon dont Dany est filmée, en fait, qu'elle est intégrée à ce groupe. Parce que pour une fois, elle n'est pas isolée dans les plans. Elle est au beau milieu des autres jeunes filles. En plus, elle est habillée comme elle a un code vestimentaire qui correspond aux autres. Donc, elle fait pas tâche dans le paysage. Elle est clairement intégrée. Et moi, en fait, tout le début du film, ça aussi, c'est presque inconscient, mais je la sentais presque en apnée. Oui, tu m'en avais parlé de ça. Les moments où elle fait ces espèces de crises de panique, elle a du mal à respirer, comme quand on fait une crise de panique. Et là, pour la première fois, on l'entend respirer, elle respire. Très juste, la bande-son est vraiment axée sur sa respiration qui rythme presque la bande-son, en fait. Complètement. Ouais. Et même quand elle boit le thé, l'autre jeune fille lui fait signe de faire... Oui, cette espèce de respirer. Qui est d'ailleurs très dérangeant parce que quand tu essaies de le reproduire, tu te rends compte qu'ils expirent avant d'inspirer. Oui. Après, c'est plus... Oui, c'est très bizarre. Ouais. Et en fait, ça n'a aucune explication dans le film. Tu sais pas si c'est juste traditionnel, mais tu as cette impression avec la respiration. Je crois d'ailleurs dans une interview que j'ai trouvée de Ari Aster par je sais plus qui d'ailleurs, on lui demandait est-ce que cette notion de respiration dans le film est volontaire ou pas, et visiblement lui il a fait un parallèle avec l'anxiété. Pour lui l'anxiété c'est quelque chose un peu qui t'étouffe et que on est en apnée, on n'arrive pas à... Et il a dit c'est pas bête, peut-être que c'est pas impossible que cette histoire de respiration bizarre soit due pour représenter un peu l'anxiété. Après l'interview était en anglais, j'ai pas ton niveau d'anglais pour vraiment tout avoir compris, mais je pense que c'est un peu lié à ça. Mais du coup, là, c'est vrai que pour la première fois, en fait, on la sent respirer et on la sent heureuse. Oui. Elle sourit. Et je trouve, ce qui est intéressant aussi, les Argas, en fait, ils modèlent leur vie sur la nature et la façon dont chaque élément est interconnecté dans la nature. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que Dany, elle fait partie d'une harmonie naturelle, d'un tout. Et on sent que c'est naturel, en fait, pour elle. Elle n'a pas appris la chorégraphie, mais instinctivement, elle s'incruste. Oui, très vite, elle se laisse. Ça se passe très bien, ouais. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit à une des filles, je sais pas danser, je sais pas ce qu'on va faire, t'inquiète, suis le mouvement. Et en fait, elle le suit très bien. D'ailleurs, elle apprend même à parler suédois. Oui. Elle arrive à échanger en suédois. Alors là, je voulais y venir là-dessus parce que donc on a quand même de la prise de... On comprend que ce qu'elle a pris dans le verre, c'est encore une substance hallucinogène. Et ce qui la met un peu dans le mal, d'ailleurs, au départ, elle a une espèce de peur. Et je sais pas si t'as remarqué les tout petits détails, en fait, qui ponctuent la scène. C'est-à-dire que dès qu'elle a pris elle regarde ses pieds, elle voit ses pieds se faire couvrir d'herbe, comme au début sa main, elle relève la tête, et là d'un coup en fait derrière t'as tous les arbres qui bougent un petit peu comme ça, qui remuent, et t'as même les yeux des filles, ça passe très vite, qui sont tout déformés derrière en fait. C'est très... Quand elle se retourne pour regarder la femme qui va annoncer le début de la danse, et j'ai mis pause, j'ai dit mais attends, là aussi il y a des petits effets, et il a fait que ça, Aster, il a foutu plein de petits détails, peut-être que tu les vois pas, mais que tu captes quand même. Donc t'as les yeux des filles qui sont à moitié fermé, tout ça, tout bizarre, un peu défoncé, un peu déformé, je vais y arriver. Et par rapport à ce que tu disais, quand elle se met à parler suédois, je sais pas si c'est réellement ce qui se produit. Ou est-ce que c'est dans sa tête Est-ce que c'est dans sa tête que plus ça image le fait que ça y est, elle se sent littéralement, je parle votre langage, quoi. Ça y est, je fais partie. Je fais partie de... pour faire référence aussi aux petits détails comme ça, quand elle est couronnée reine de mai, les fleurs sur sa couronne aussi bougent, respirent. On a l'impression qu'elle respire. Comme un cœur, limite que ça bat comme un cœur. C'est très bizarre. Et en fait, je l'avais pas du tout vu la première fois, et c'est là, du coup, forcément, je me suis penché là-dessus sur les détails, et j'ai dit c'est très perturbant. Et alors attends, je relis un petit peu mes notes parce que c'est assez... Alors, on n'a pas commencé par le plus simple avec Midsommar parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aborder. Oui, c'est foisonnant. Ouais, c'est foisonnant, mais c'est vrai que du coup, tu parlais de quand elle est couronnée reine de mai, elle voit aussi ses parents. Je sais pas si t'as fait attention, quand tous les gens l'embrassent et la félicitent, elle croise ses parents. Il y a le visage de sa sœur aussi. Il y a le visage de sa sœur, voilà. Le visage de sa sœur, je sais pas si vous y prêterez attention, si vous avez vu ou vous verrez le film, quand ils la mettent sur cette espèce de piédestal, c'est assez rapide, mais derrière, vous scrutez le paysage, on voit clairement le visage de la sœur avec le tuyau incrusté dans les arbres, en fait. Ouais. Chose que j'avais pas remarqué perso. Non, moi non plus, il a fallu qu'on me le montre pour que je le voie. Mais encore une fois, ça prouve bien que les effets hallucinogènes révèlent vraiment l'inconscient et ce qui travaille Dany, elle s'en est toujours parmi. Je veux dire, c'est clairement ce qui la tâche de fond du personnage, quoi. C'est sûr. Et après, par rapport ce que je trouve intéressant, tu disais qu'elle était enfin à sa place, en fait, comme si vraiment elle avait trouvé le groupe qui lui appartient. C'est que c'est la première fois qu'elle porte une tenue qui lui va bien, qui lui colle à la peau, alors que jusque-là, elle est tout le temps habillée dans des vêtements qui lui vont pas vraiment bien. Ouais, qui sont amples, qui sont...
elle est très jolie cette fille. Hein. Ah oui, franchement. Mais dans le film, on le voit même pas qu'elle est jolie en fait. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez rare pour être souligné aujourd'hui. Il y a aucune sexualisation du personnage. Et c'est très rare. Et en fait, mais presque tout est fait à l'extrême inverse. Oui. Même quand elle est en robe, hein, en dansant, il n'y a rien de sexualisé. Ah non, il n'y a rien de... Non. Mais vraiment, il la traite, et ça, je trouve que c'est assez rare pour être souligné, il la traite comme un personnage. Pas comme un personnage féminin avec les codes de merde qu'on voit souvent trop... Non, c'est sûr qu'elle a... Oui. Donné à ces personnages-là, et c'est intéressant. C'est ce qu'on disait, on en avait discuté tous les deux, le film est souvent considéré comme un film... Enfin, souvent. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est un film un peu féministe. Ouais. Bon, moi, je sais pas honnêtement hein, si on peut aller jusque-là. Mais c'est vrai que ça participe à... C'est-à-dire que... c'est ce qu'ils appellent le male gaze hein, aujourd'hui, voilà, le regard masculin, comme quoi la majorité des réalisateurs hollywoodiens actuels sont des hommes, et qu'on a qui est un fait, je pense. Oui, c'est un fait, ça c'est vrai, ça on peut pas le contredire, je veux dire, mais que du coup on a besoin du female gaze pour contrebalancer tout ça. Ici, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un male gaze justement. Non, vraiment pas. Non. Parce que même alors la scène de sexe, on va y venir, hein, mais même la scène de sexe en elle-même, elle est tout sauf sexy, quoi. Enfin, non, c'est mon avis personnel. Si vous attendez que ça, barrez-vous, hein, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ah oui, non, ça va pas. Mais c'est vrai que, et par rapport à la tenue qu'elle porte, les deux petites runes, en fait, de l'alphabet qu'elle a sur sa... C'est, si je dis pas de bêtises, les mêmes que ceux que Pélé a dessinés sur elle. D'accord. Qui en fait, la première qui est dessinée représenterait le changement, la deuxième, la renaissance, ce qui serait... D'après les infos que j'ai trouvées, après c'est très dur de recouper les sources sur la signification des symboles, mais ce qui collerait parfaitement au personnage de Danny, quoi. Donc on est d'accord que ces symboles, c'est Harry Astor qui les a inventés, ceux-là. Alors ceux-là non, ceux-là il ferait partie de l'alphabet vraiment runique. Harry Astor, ce qu'il aurait inventé toute pièce, c'est le langage parlé. Le langage parlé, d'accord. En fait, voilà, il aurait fait une petite tambouille pour faire ce qu'il voulait, leur mettre un peu dans la bouche des mots vraiment qui voulait leur faire parler, quoi. Donc plus que de l'elfique un petit peu. Oui, voilà, exactement comme notre ami Tolkien. Mon Dieu, Tolkien, j'ai oublié le nom, qui a créé la langue des elfes. Par rapport je trouve intéressant aussi de parler un peu du mat de fleurs, des couronnes de fleurs. Sur le plan plus concret, la couronne de fleurs sera un symbole de fertilité dans le Midsommar. Et le mat de fleurs, là, ça va en faire rire plus d'un, le mat de fleurs, en fait, c'est un symbole phallique, tout simplement. Ça sera un symbole phallique, donc de fertilité aussi. Et donc, je vais laisser aux auditeurs le soin de deviner pourquoi on aurait deux cercles qui ornent le haut du mât. Voilà, à votre imagination. Voilà, ça serait totalement phallique. Donc voilà, c'est d'ailleurs un mât qu'on voit dans d'autres films, en fait, qui représente un peu des cultes païens comme ça. J'y viendrai peut-être à la fin. Je voudrais mettre un petit mot sur The Wicker Man. Je sais pas si tu connais le film. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup de références en fait à Wicker Man. On en parlera, je pense. Et après, c'est vrai que c'est vraiment la scène pour moi de bascule où Danny, ça y est, j'ai pas envie de dire, elle est perdue, mais ça y est, elle a basculé. Elle a signé, quoi. Ouais, elle fait partie. Ça y est, elle fait partie de la secte. Ouais. Voilà. Danny est portée en triomphe. La communauté l'inonde d'amour. Pour la première fois depuis le début du film, elle est au centre de toutes les attentions et Christian est isolé. Alors ça, je trouve c'est intéressant. Les sectes ont je sais qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur la façon dont les sectes arrivent à recruter des nouveaux membres. Et ils ont une technique que les études américaines appellent le love bombing. Donc, c'est-à-dire on vous bombarde d'amour. Et là, techniquement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Danny, qui a été seule et plus ou moins rejetée par tout le monde depuis le début, est inondée d'amour. Elle a des témoignages d'amour de tous les côtés, en fait. Et comme elle trouvait pas sa place ailleurs, forcément, on passe de rien à tout. De rien à tout, ouais. Et ça donne l'impression... Donc voilà, c'est vraiment une technique utilisée par les sectes pour donner l'impression qu'ils ont trouvé une famille au sein de laquelle ils sont aimés et respectés, ce qui leur faisait cruellement défaut avant. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir utilisé ça ici, parce que clairement, Danny, elle est en train de rentrer dans cette secte, mais le spectateur avec. Oui, parce qu'en fait, Christian est montré comme l'intrus presque dans la scène. Ouais. Il est isolé, donc t'as cette espèce de flou qui l'entoure totalement, avec la mise au point qui est uniquement sur lui, le reste baigne dans le flou. En plus, il est en plein bad trip. On comprend qu'en fait, y a une fille qui insiste pour qu'il prenne une substance pendant que Danny danse. En fait, il l'accepte. Et Danny, pendant qu'elle est portée mise sur un piédestal en triomphe, lui, c'est la première fois du film qu'il est montré seul. Il y a un inversement total en fait du rapport de force
Oui, disons que la dynamique s'inverse complètement. La dynamique, c'est ce que je cherchais, s'inverse complètement. Et totalement, enfin, Christian, là pour le coup, Christian, on a de l'empathie pour lui parce qu'on le sent dans le mal, quoi. On nage en plein délire, et quoi. Il est, même au niveau des vêtements, hein, il dénote complètement. Enfin, je veux dire, si on regarde les plans où il est assis au milieu des autres, on voit que lui, quoi, il dénote complètement. C'est l'intrus. C'est clair. Alors pour ceux qui auraient vu le film et qui se demanderaient pourquoi, peut-être que tu te posais la question aussi, pourquoi ils veulent faire manger un hareng à Dany. Oui, tiens, oui, c'est vrai. C'est que c'est tout simplement c'est un must de la cuisine estivale suédoise en fait, le hareng. Donc pourquoi là dans la scène ils veulent lui faire avaler cru comme ça, je sais pas trop. Peut-être, hein, je suppose, pour encore rendre le truc plus malaisant, parce qu'apparemment c'est le... Mais voilà, je voulais quand même savoir ce hareng si je trouve un truc dessus, donc ça serait le seul lien que j'ai trouvé. Alors moi j'ai trouvé ça... alors je sais pas, peut-être que c'est idiot hein, comme interprétation. Quand elle le recrache, la tête qu'elle fait, ça m'a beaucoup rappelé la tête de mon fils quand je lui donne un truc qu'il aime pas. Mais je me suis dit, on dirait un bébé en fait. On dirait un bébé qui fait quand on essaie de lui donner quelque chose qui... Bon alors mon fils, il y a pas grand chose qu'il aime pas, faut dire, mais essaye pas le hareng mariné cru, je sens qu'il va pas aimer. Mais je vais pas lui donner du hareng cru, je vais éviter. Mais du coup, la façon dont ils réagissent par rapport à elle, quand elle fait cette tête de c'est dégoûtant, on dirait vraiment des parents qui s'exclavent devant un bébé, un nouveau-né qui aurait fait quelque chose qui trouve rigolo. C'est intéressant comme vision en fait. Et je me dis que c'est... Enfin, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et est-ce que c'est pas fait exprès un petit peu aussi, dans le sens où voilà, elle a été adoptée, quoi. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est super intéressant. Parce que vraiment, j'ai cette moue enfantine qu'elle a à la fin, genre presque... comme un bébé à qui on aurait donné un truc qu'il trouve dégueu, quoi. Connaissant la subtilité du jeu de Florence Pugh et la précision de la réal de Aster, si c'est pas voulu... C'est voulu, c'est forcément voulu, on est d'accord. On est d'accord, c'est super intéressant. Ouais. On retrouve Christian désorienté. Il n'a pas l'habitude d'être mis à l'écart. De plus, il a été drogué et n'est pas en pleine possession de ses facultés. Même s'il n'a pas pleinement consenti à s'accoupler avec Maya, il est entraîné dans un coït rituel auquel assistent plusieurs femmes de la communauté. Leurs corps nus et leurs chants accompagnent l'étreinte de deux jeunes gens. La scène est très crue et presque aussi dérangeante que les suicides auxquels nous avons assisté plus tôt. Instinctivement, Dany comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle surprend Christian dans ce qui ressemble fort à une orgie et bascule dans une crise de panique proche de toutes celles qu'elle a refoulées jusque-là. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Les autres jeunes filles l'accompagnent. Les hurlements de douleur de Dany trouvent enfin un écho. Les filles hurlent avec elle, comme pour l'inciter à continuer, à laisser libre cours à ses émotions. Elles écoutent Dany et font preuve d'empathie, à tel point qu'elle semble même partager sa douleur et son chagrin. Je suppose que tu as été très à l'aise devant cette scène. Encore une petite couche de malaise, j'ai noté. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, là, c'était trop pour moi. Là. Mais là, on arrive à un stade où c'était vraiment trop. Le problème, c'est que ceux qui nous écoutent, s'ils n'ont pas vu le film, vont se dire, ouais, ça fait 4 fois qu'ils disent, là, c'est trop. Mais en fait, ce film ne fait que monter en fait en puissance. Vraiment en puissance, à tel point qu'on se dit, bon, on n'est pas ça prêt, vas-y, la suite. Oui, ouais, c'est sûr. Et c'est ce qui est intéressant, et en même temps, c'est ce qui est... tu sais jamais quand est-ce qu'on a atteint le pire level de malaise. Mais moi j'étais vraiment pas bien la première fois que je l'ai vu, parce qu'en fait à chaque fois je me disais mais on va aller où ? Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est bien, c'est que tu sais pas trop où il t'emmène. Tu sais pas où il t'emmène, ouais. Et c'est assez intéressant le fait que Christian soit ramené à pur objet de procréation en fait. Vraiment dans cette scène là, alors plus ou moins contre sa volonté, j'arrive pas à me fixer là-dessus parce qu'il est pas au contrôle vraiment, en même temps il a l'air... Attends, il est drogué, pour moi c'est un viol. Je sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là en fait. Il est drogué, il a jamais dit ok, quoi, je veux dire. Il a jamais verbalisé je suis d'accord en tout cas depuis qu'il a parlé avec Siv, mais la fin de la converse avec Siv se termine quand même quand elle lui dit vous allez coucher et tout. Il dit juste, d'ailleurs je crois que j'ai mangé un poil pubien de Maya, et on voit pas trop la fin de la converse, est-ce qu'il dit oui machin, donc on sait pas vraiment. La version longue elle est un petit peu plus longue cette scène. La version longue est plus explicitée, ouais, on voit clairement que on en reparlera peut-être, mais que Christian n'a pas vraiment envie de tromper Dany en faisant ça. Donc c'est vrai que si on considère qu'il est pas aux manettes, c'est pas un rapport consenti au sens de, enfin vraiment c'est pas du consentement, pour moi c'est pas du consentement. Alors comme je disais en fait, de toute façon Christian c'est un passif. Oui. Et donc là, même en trompant sa nénette, en fait, il le fait un peu contre son gré. Ce qui est dramatique du coup, parce que c'est quand même vraiment glauque. Mais en même temps, ce que j'avais marqué dans mes notes, il est
Est-ce que c'est pas un peu un parallèle avec l'image de la femme dans la société, j'allais dire actuelle, ça veut rien dire société actuelle, mais sur le fait qu'il soit ramené à sa fonction première de mâle, c'est-à-dire il sert à quoi un mâle mettre enceinte une femme, de la même façon que certains débiles considèrent que la femme, sa seule fonction, c'est de procréer de faire des gosses. Et aussi, ça peut faire le parallèle avec quand même l'image, enfin, en tout cas c'est mon point de vue c'est mon point de vue sur le sujet, qu'il y a quand même une espèce d'utilisation permanente d'image de la femme sexualisée dans tous les sens du terme, très souvent, fréquemment. C'est en train de changer un peu, mais quand même ça reste dominant pour moi. Et du coup, est-ce que c'est voulu ou pas de la part de Ari Aster par rapport à ce que tu disais sur l'aspect un peu féministe du film, de ramener un peu un mec, pour une fois, un mec à une image de fonction première assez critiquable, en fait, où là il est vraiment utilisé pour ses parties génitales au sens propre du terme. C'est sûr, il est vraiment... ce qui est dérangeant, parce que du coup on se dit, attends, mais il est consentant ou pas là? Après t'as les femmes qui se joignent à elle, parce qu'elles partagent les cris de plaisir de Maya, parce qu'ils partagent tout chez les Arga. De la même façon qu'ils partageaient les cris de douleur de Dan, qui s'est raté en se suicidant. Et alors là, niveau malaise avec Ruben dans son coin, je sais pas si tu te souviens qu'il est dans le coin de la pièce. Voilà le micro. Il est dans le coin de la pièce, il les regarde en train de faire leur petite affaire. Si. Ah mon Dieu. Ah si. Tu vois, il y a des choses que j'ai effacées. On a un petit fondu enchaîné de mémoire sur lui qui regarde comme ça avec son visage fixe. Je pense que les gens qui écoutent le truc et qui n'ont pas vu le film vont se dire, mais qu'est-ce que... Je pense qu'on n'aurait pas dû commencer par Midsommar, ils vont se barrer. Ils vont nous prendre pour des fous. Mais franchement, je ne comprends pas que ce film soit interdit aux moins de 12 ans. Moi non plus. Pour moi, c'est au moins moins de 16. Cette scène-là, en plus, on a du full frontal. Je veux dire, Christian, on le voit à poil complet. Alors, c'est vrai que oui, on n'a pas trop fait le raccord avec la scène d'après, mais oui, on en parlera peut-être pour la scène d'après, mais oui, effectivement, il y a une scène de nu. Mais en fait, même quand il arrive au départ, on le voit nu. Et c'est très rare, en fait, de voir, à part dans Game of Thrones récemment, peut-être, mais c'est assez rare. Non, mais surtout dans un film interdit aux moins de 12 ans, faut pas déconner. Moi, je suis pas... Non, mais moi, j'aimerais vraiment parler avec des gens... alors, qui gère la censure là ? Enfin, qui gère le... Je comprends pas. Ouais, parce que là, j'aimerais comprendre. Alors, la source de l'interdiction qu'on cite, c'est Allociné. J'ai été voir sur Allociné. Visiblement, c'est bien à moins de 12 ans. Alors, c'est marqué moins de 12 ans avec avertissement. Je sais pas ce que ça sous-entend au juste. Mais quand bien même tu vas voir ce film avec ton gosse de 12 ans, à quel moment tu l'emmènes voir ça déjà et à quel moment mais même 14 ans, même 15 ans, enfin, je trouve ça... honnêtement, moi, je l'aurais presque mis au moins de 18 ans. On est peut-être des vieux cons, tu sais. Mais c'est possible. Non, mais j'assume. Voilà, j'assume. C'est pareil. Et par rapport à la scène où les femmes pleurent avec Dany, c'est déjà on a encore la bande son qui se fait écho de ce qu'elle ressent quand elle surprend Christian. T'as cette espèce de boom très sourd, très grave qui genre son cœur est brisé quoi. Vraiment elle tombe à genoux, elle vomit, enfin comme s'il en avait pas assez chié quoi. Et c'est assez dérangeant quand les femmes pleurent avec elle. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est visuellement et sur le son, quand elle pleure avec elle, t'as cette espèce d'unisson. Alors d'unisson de pleurs souffrance. C'est presque un chant en fait. C'est presque un chant horrible, mais en même temps, c'est pas tant horrible parce qu'elle partage vraiment sa souffrance. Là où Christian était incapable de l'écouter, elle dit qu'il la laissait presque pleurer dans son coin. Là, elles pleurent tout ensemble. Elles partagent vraiment ça. Et en fait, j'ai lu quelque chose là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant le parallèle qu'il peut y avoir. En ayant une lecture presque sociétale en fait de la chose, j'espère que je me trompe pas de terme, c'est qu'en fait Dany a été incapable d'être secourue par notre société un peu libérale, individualiste, où chacun pense à lui avant d'aider l'autre, et en fait elle est sauvée par le sectarisme en fait. C'est-à-dire qu'une société basée sur le principe de la secte, elle est capable de l'aider, est capable d'entendre ses souffrances. Et c'est super dérangeant parce qu'en même temps tu te dis quelqu'un écoute enfin ce qu'elle ressent, le comprend, le partage. Oui. En même temps, tu dis, mais le quelqu'un en question, c'est pas un référent. Hein, c'est quand tu vois. Parce que là, au stade du film, on est quasiment à 10 minutes de la fin. C'est bon, t'as compris, on est tombé, quoi. Donc, c'est vraiment dérangeant. Moi, ce que je trouve intéressant dans le. Contrairement à Christian, voilà, qui l'incite implicitement depuis le début, ou pas tant implicitement que ça d'ailleurs, à enterrer ses émotions. Ici, les femmes Arga, elles l'incitent à s'exprimer, quoi. C'est-à-dire qu'elles en rajoutent une. Enfin, elles s'entraînent entre elles, quoi. T'as l'impression un petit peu, quoi. Elles l'entraînent. Là où toi, en fait, et c'est d'ailleurs, ça m'a fait poser la question, quand quelqu'un pleure, notre réflexe un peu. C'est de dire, allez, calme-toi, ça va aller. Rarement, on va dire. Enfin, à titre perso, j'essaie de le faire, mais c'est pas toujours facile de gérer ça. De dire à quelqu'un, vas-y, pleure, ça te fera du bien, t'as raison. Je le vois avec...
quand on est parent, hein, là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, de choses comme ça qui disent faut arrêter de dire aux enfants arrête de pleurer, pleure pas mon chéri, ça va aller. Et c'est instinctif en fait, c'est le truc qu'on va faire. Oui, parce que tu t'aspires à ce qu'il aille mieux et on comprend pas des fois que... Et ça nous met mal à l'aise d'avoir quelqu'un qui est pas bien à côté de nous. Alors qu'en fait, souvent on nous dit il faudrait inciter l'enfant à exprimer ses émotions, à lui dire vas-y pleure, ça ira mieux après. Et c'est très... En fait, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à le faire, quoi. Je trouve ça très difficile. Je discutais de ça, si elle nous écoute, elle le fera certainement avec une amie qui s'appelle Melinda, qui est hypnothérapeute, et je discutais de ça sur le fait de vivre en fait ces émotions négatives, laisser vraiment vivre, se donner le droit d'aller mal des fois. Oui. Et c'est vrai qu'en fait on est formaté un peu dans notre système à quand ça va mal, bouge-toi le cul, arrête de pleurer. C'est ça, mets-toi un coup de pied au cul et puis ça ira mieux. Et non, en fait, laisse-toi le temps de pleurer, accepte-le, digère-le, parce que plus tu vas refouler ça, moins tu vas le... Comment expliquer ça? Ça va te ralentir sur la suite, en fait. Oui, parce qu'en fait, tu le ravales, mais ça finira par sortir. Et en fait, dans cette scène, les femmes, c'est ce qu'elles font. Elles disent à Dany, finalement, on souffre avec toi parce que t'as vécu un truc horrible, machin, et quelque part, c'est vraiment la seule fois où Dany se libère du poids qu'elle avait. Et en plus, elle a plus... on lui fait comprendre qu'elle n'a pas à avoir honte de ça. Oui. Jusque-là, en fait, Christian, très implicitement, il lui donnait l'impression que c'était quelque chose de honteux, quoi. Genre, va te cacher comme il fait vraiment partie du système dans lequel il a grandi, je pense dans lequel on a plus ou moins tous grandi, nous, occidentaux, en fait, sur cette espèce de... montre pas que ça va pas bien. Quand ça va pas, tu dis que ça va. C'est culturel, hein, je veux dire, c'est même pas les parents ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est vraiment culturellement ancré dans notre société. Et je pense que c'est encore pire dans d'autres cultures même que la nôtre, hein, parce que nous, on est latin un petit peu, donc on arrive à exprimer des trucs, quoi, mais ce qui est intéressant ici, c'est que je me dis, elle donne l'impression de partager ses émotions, mais en fait, elles en ressentent rien du tout, c'est du cinéma. Même question qu'avec Pélé, est-ce qu'elles sont sincères ? Voilà. Parce que je les crois quand même sincères. C'est peut-être là que je suis plus fragile. Ça donne l'impression, mais après, la question, c'est ça, quoi. Est-ce qu'elles veulent qu'elles peuvent en savoir, ou est-ce que finalement, elles voient pleurer quelqu'un, ça leur suffit à faire preuve d'empathie, chose dont on fait peu preuve de nos jours, mais je sais pas. C'est vrai que pour une fois, on a l'impression que il y a de l'empathie autour d'elle et ça fait du bien. Mais c'est bien ça qui fout le malaise dans ce film aussi, c'est que t'as pas vraiment de réponse. Tu sais pas comment tu dois comprendre les choses. Est-ce que je devrais être bien pour Dany ? Est-ce qu'elles sont sincères ? Est-ce qu'elles se foutent d'elle ? T'es comme elle, en fait, t'es perdu et tu te laisses porter jusqu'à la fin du film, en fait. Complètement. Mais encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les méchants, entre guillemets, ceux qui devraient être les méchants dans un film d'horreur traditionnel. Ici, c'est les seuls qui sont sympas avec elle et qui font preuve d'empathie envers elle, quoi. Donc forcément, le public, il est de leur côté aussi. Après le coït, Christian retrouve ses esprits. Nu et désorienté, il court à la recherche d'un endroit où se cacher pour se reprendre. Il entre par hasard dans une cabane et est immédiatement frappé par une vision d'horreur. Le corps de Simon, l'un des visiteurs venus de Grande-Bretagne, est accroché au plafond. Sa dépouille est découpée et décorée de façon rituelle et particulièrement macabre. Encore une image qu'il me faudra effacer de ma rétine. Une de plus. Une de plus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va avoir une réponse à toutes les questions qui se sont accumulées durant le film, en fait. C'est-à-dire, qu'est-il arrivé à Simon ? Qu'est-il arrivé à Connie ? À quoi sert l'ours qu'on voit dans la cage au début ? Ouais, super. Il y a tout un tas de choses qui vont... Et en fait, ça participe un peu à ce sentiment de bien-être, non, j'irai pas jusque là, mais disons qu'Ari Aster voulait qu'à la fin il y ait cette espèce de décharge de dopamine, et je pense que ça y participe, le fait qu'on ait la réponse à toutes ces questions qu'on se pose depuis le début. C'est gratifiant pour un spectateur, on va dire. Tu veux dire qu'un spectateur, quand il a toutes les réponses à la fin qui se posaient, c'est très gratifiant, en mode je suis récompensé. Voilà, tout à fait. Et je pense que ça participe au fait que certaines personnes voient la fin du film comme un happy end, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais je pense qu'on va y revenir par rapport à ce qui se passe. Et le fait que Christian s'enfuit nu, en fait, c'est déjà, je trouve ça intéressant parce que c'est pas tant vu que ça, montrer des mecs vulnérables comme ça, nus, qui s'enfuient, machin. Et en fait, c'est une volonté du comédien Jack Reynor, je sais pas si tu le sais, qui se trouvait trop beau et voulait qu'on voit ses fesses. On n'a pas vu que ses fesses. Non, par rapport à La Dernière Maison sur la Gauche, qui est un film de 1972, un film d'horreur, que j'ai pas vu, mais apparemment, comme dans beaucoup de films, on voit des femmes maltraitées, torturées, en proie avec la mort, s'enfuir carrément à moitié dessapées en hurlant. Il s'est dit, attends, pour une fois, ça va être les mecs, en fait. Donc il a poussé pour ça, pour se dire, moi aussi je devrais m'enfuir, pas comme dans le scénar habillé, mais à poil, pour vraiment être vulnérable, comme on a vu tant de filles courir à moitié nues. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça fait la balance avec les
avec nombre de fois on voit des filles nues dans les films et tout, en proie à un tueur ou autre. Surtout dans les films d'horreur, hein, c'est vrai qu'il y a eu une période où, enfin même dans les années 70-80, quoi, je veux dire, si tu allais voir un film d'horreur, tu étais à peu près sûr de voir une paire de seins, au moins une. Voilà, il y a ce côté très, très, très sexy dans le gore que je n'ai jamais trop compris, mais qui cartonne en fait, parce que tu vas voir un truc à sensation forte en fait, le gore, contrebalancé par, pour le public masculin la plupart, des nichons, comme ça, et voilà, clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, encore une fois, il utilise les codes du film d'horreur, c'est-à-dire que les gens. Très souvent dans les films de cette période-là, les slashers, hein, j'entends, type Halloween, Scream qui reprenait consciemment ces codes-là et tout ça. À partir du moment où les personnes couchent, on sait qu'il leur reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est ça. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Marc, qui était obnubilé par le sexe et qui clairement suit d'ailleurs. Oui, c'est ce qui cause sa perte, c'est qu'au repas, il suit la fille. Il suit la fille parce qu'il s'imagine qu'il va se la faire en fait. Donc en fait, je pense qu'il finit découpé 2 minutes après. Alors qu'il finit dépecé direct, quoi. Enfin, on le voit pas, mais on. Merci, heureusement. Pardon, j'ai shooté dans le micro. Et du coup, voilà. Et là, c'est la même chose en fait pour Christian, qui, voilà, quoi, une fois qu'il a consommé, on va dire, on sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, quoi. Et pour Simon, tu vois, j'ai trouvé que le travelling s'attardait un peu trop sur son corps et tout, un peu trop sur le détail. C'est quand même c'est peut-être vraiment la scène la plus dégueulasse et contemplative du film, je trouve. C'est vraiment dégueulasse. Et je sais pas si... c'est peut-être, tu vois, je trouve que c'est pas vraiment justifié et que ça remplit un peu trop gratuitement le cahier des charges du film horrifique, tu vois. Oui. Par contre, je sais pas si tu t'es un peu renseigné sur ce qu'il a subi comme... J'ai pas eu envie. Alors, je vais t'expliquer. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de bouffer. Ouais, t'as bien digéré, c'est bon. Alors, merci Marie, qui se reconnaîtra, une autre Marie, hein, qui m'a aiguillé sur cette tradition-là, qui serait apparemment un rituel viking, qui s'appelle l'aigle de sang. Alors, je vais m'en référer à mes notes. Ça serait une torture viking supposée, pendant laquelle on taillait un aigle sur le dos de la victime, ou, selon les sources, on tranchait les côtes le long de la colonne vertébrale pour les déployer comme les ailes d'un aigle en extrayant les poumons de la poitrine. Et le truc super chouette, c'est que le supplicié était en vie et mourrait sans doute d'hémorragie, et donc on lui faisait ça de son vivant. Donc Marie, si tu écoutes le podcast et que tu vas apporter un petit commentaire de retouche, toi qui t'y connais mieux que moi sur le sujet, je t'en prie, tu le feras. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé plus ou moins de ne jamais me présenter cette fille, parce que ça me fait peur. Non, c'est une très bonne amie, en fait, elle s'intéressait aux traditions vikings, et tout de suite elle m'a dit, bah ouais, c'est l'aigle de sang qu'ils lui font. Je lui dis, c'est quoi l'aigle de sang ? Et après, en fouillant un peu Allociné, MDB, tout ça, j'ai dit d'accord, je me suis intéressé un peu. Donc c'est une torture qui aurait existé. C'est difficile de l'affirmer, mais c'est ton historique immonde. Google. Ah ouais, mon historique Google est dot. Ouais, c'est violent, quoi. C'est violent. Et j'ai quand même tapé rituel de sang pour voir un peu toutes les sources avec quelques illustrations et donc on peut supposer que Simon, il a clairement subi ça. Et de ce que je sais, ça serait vraiment pour les traîtres en fait. Chez les Vikings, les traîtres subiraient ça. D'accord. Est-ce que Simon a été vu comme un traître de la part de la communauté Arga, vu que tout de suite il a été le premier à réagir à ce qui se passait et à dire mais je vais me barrer et supposément balancer ce que vous faites, quoi. Enfin, en tout cas, il méritait pas ça. Donc, non. Surtout. Alors là, pour le coup, lui et Connie, c'est les deux seuls personnages où. Moi j'étais dégoûté qu'ils meurent parce que ils avaient l'air plutôt sympas. On les voit pas beaucoup, mais le peu de temps où on les voit à l'écran, ils ont l'air normaux déjà. Et puis je sais pas si t'as vu que les poumons de Simon ils bougent en fait quand Christian rentre. Alors... Je pense que j'ai fermé les yeux en fait. Ah ouais, parce que moi j'ai vraiment regardé les Simons ils bougent. Ouais. Les poumons de Simon bougent. Donc est-ce que c'est Christian qui est encore sous l'effet de drogue qui se l'imagine, parce que c'est quand même pas vraisemblable qu'ils soient encore vivants, ou est-ce qu'ils viennent juste de lui faire et du coup il est en train de mourir en direct en fait. Moi je pense qu'il est mort depuis longtemps. C'est absolument horrible. Cette scène est horrible. Franchement, c'est là que c'est. Non, moi je pense que j'ai fermé les yeux. J'ai pas voulu voir ça, je pense. Voilà, du coup, grâce à moi, tu t'as visualisé tout le truc. C'est impeccable. Et par rapport à tous ces sacrifices à la fin aussi, on a. Je sais pas si t'avais autre chose à dire en fait, mais on a toute l'importance du chiffre 9 en fait dans le film. On a donc 9 vies humaines qui sont sacrifiées. Dans un festival de 9 jours. L'âge des Cyclargas aussi, je sais pas si tu te souviens, au début ils en parlent, ce n'est que des multiples de 9. Ah, d'accord. Avec un festival qui a lieu tous les 90 ans, encore une fois 10 fois 9. La somme des lettres de Danny Ardor aussi fait 9. La somme des lettres de Midsommar fait 9. Donc ce truc est omniprésent dans tout le film. Même le compteur, en fait, le compteur de messages, quand Danny appelle ses parents au départ, il s'enclenche, si je dis pas de bêtises, au bout de la 9e sonnerie.
Et tout ça ferait référence en fait de ce que j'ai trouvé au mythe du dieu Odin dans la mythologie nordique, encore une fois, qui serait le père de tous les dieux nordiques et qui aurait acquis la connaissance des runes, justement on en parlait tout à l'heure, après 9 nuits de suspension à l'arbre du monde Yggdrasil. Donc je suis pas calé sur le sujet, j'ai essayé de synthétiser un peu les notes que j'ai trouvées. Alors est-ce que Ari Aster s'en a inspiré ? Ça semble probable vu qu'il a vraiment fait des recherches sur toute la mythologie nordique par rapport au film, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Et on a une petite référence un clin d'œil au un court-métrage qui s'appellerait The Lottery, je vais te laisser le dire mieux que moi en anglais. The Lottery. Voilà, merci beaucoup. Qui tourne autour du sacrifice en fait d'un membre de la communauté à travers un tirage de loterie en fait. Je sais pas si tu te souviens à la fin de Midsommar, il y a carrément un tirage de loterie pour désigner deux volontaires de la tribu qui se sacrifient parmi les 9 vies humaines. Ils sont pas vraiment volontaires du coup s'ils sont désignés. Oui, c'est un abus de langage que je viens de faire. Non mais c'est une question que je me posais parce que pour moi ils étaient volontaires en fait. Il y a 2 volontaires qui sont déjà morts, on les voit derrière empaillés sur des espèces de... D'accord. Ils sont déjà morts en fait les volontaires. Voilà. D'accord. Et en fait ils en piochent 2 autres en fait. D'accord, ah oui d'accord. Moi je croyais que les deux qui mouraient dans le truc étaient volontaires. Ah non en fait c'est ceux qui ont été piochés. Sauf erreur, il y en a 4 du coup qui meurent de la communauté et en fait les autres c'est Marc ça fait 5, Simon Conny ça fait 6-7. Notre ami Christian qui va bientôt rendre l'âme, ça fait 8. Et le 9e... l'ours. Le 9e, c'est Josh, du coup. Donc on est bien, à 9 vies sacrifiées, quoi. Ouais. Donc voilà, donc tout était prévu pour que de toute façon, ils s'en sortent pas. C'est assez clair. La fin du film se veut cathartique. Et si beaucoup l'ont ressenti comme tel, il faut se rendre à l'évidence. Si l'on s'en tient au fait, ce n'est pas le premier adjectif qui nous vient. Nous retrouvons une Dany presque neurasthénique. Littéralement ensevelie sous une montagne de fleurs multicolores, elle est triste, livide, apathique. Elle préside une cérémonie macabre. Des sacrifices humains doivent être faits. C'est à elle de décider qui sera la victime. Son choix se porte finalement sur Christian. Nous regardons les dernières minutes du film avec une certaine appréhension. En dehors de Dany, tous les étrangers venus assister au Midsommar sont morts. Leurs dépouilles sont disposées dans le temple. Ils sont rejoints par 2 Argas ayant choisi de se sacrifier. Bon, tu m'as dit que finalement c'était pas des sacrifices, ils avaient été désignés. Oui, non, mais c'est pas grave. Voilà, mais également par Christian. Ce dernier, drogué et incapable de bouger, est vêtu d'une peau d'ours. Nous assistons à leur mort et regardons les flammes dévorer lentement le temple. Les membres de la communauté sont comme possédés. Imitant les cris de douleur des sacrifiés, ils hurlent, gesticulent et semblent hors de contrôle. Dany, telle une créature grotesque ensevelie sous sa montagne de fleurs, tente de marcher. Elle avance difficilement, elle pleure, elle a du mal à respirer. Puis elle s'arrête et regarde autour d'elle. Elle n'est plus seule. Autour d'elle, des dizaines d'individus partagent sa souffrance. Elle se tourne vers le temple consumé par les flammes. Elle le regarde s'effondrer. Et lentement, comme surgi du plus profond de son être, un sourire se peint sur son visage. Je vais te laisser la parole pour le petit mot de la dernière scène. Comment aborder ça ? La fin est considérée comme cathartique par beaucoup de gens, en fait. J'ai vu pas mal de tweets ou sur les réseaux sociaux, il y a notamment des femmes qui se sont exprimées pour exprimer leur joie que Christian finisse comme ça. J'ai vu des trucs genre « Burn, baby, burn » ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez violent, quoi. Et pour pas mal de gens, finalement, c'est un happy ending. Moi, même la première fois que j'ai vu le film, mais pour moi c'est pas du tout un happy ending, je trouve cette fin absolument déprimante et horrible quoi. Bon alors déjà faut remettre les choses dans leur contexte. Christian, en fait son seul défaut c'est d'être un petit ami pourri et d'être égoïste quoi. Mais il a quand même rien fait qui justifie. C'est là qui est fort, c'est qu'en fait je pense que pour beaucoup de gens, ils ne se sont pas rendus compte qu'on les a amenés à penser que ce qui lui arrivait était mérité en fait. Tout est fait pour ça en fait. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est la volonté d'Ari Aster de donner un côté cathartique à tout ça. Oui, parce que tu dis ça peut être cathartique. Je pense que concrètement, à froid, ça l'est, parce qu'il a vraiment voulu il a presque voulu pour lui-même faire ce film en catharsis de sa relation amoureuse. Ouais, c'était un peu une façon de tuer. Quelque part, c'est ça. Il a dit en fait pour comparer la petite boîte dans laquelle des fois on met des objets de la personne et qu'on fait brûler. Et ben j'ai voulu que là, à la fin, on ait un temple qui brûle, vraiment le grossier truc. Mais que les gens par contre se disent ah ouais, c'est une belle catharsis, c'est vraiment c'est super cool ce qui lui arrive et enfin elle est bien. Non, c'était pas. C'est-à-dire que moi, moi, à la fin du film, la première fois que je l'ai vu, vraiment, je me suis dit déjà, je pensais pas qu'elle le tuerait. Ouais.
Oui, parce qu'elle le choisit à la fin, on sait qu'il reste il y a une personne à désigner et elle le choisit lui. Est-ce qu'elle le choisit, c'est pareil, est-ce qu'elle est aux commandes vu la tête qu'elle fait? J'ai l'impression qu'elle a totalement... Je pense qu'elle a, là elle est folle en fait. Je pense que là elle a basculé quoi. Elle a basculé, donc elle le choisit, mais... Mais bon, je pensais pas, honnêtement, j'étais déçue par elle en fait, sur ce plan-là. Et en plus... en fait, faut quand même en mettre les choses dans leur contexte. Il y a plein de gens, même si tu regardes des vidéos d'analyse aujourd'hui, notamment chez les Américains, ou les anglophones, qui m'ont choquée, où ils disent à la fin, elle trouve une famille. Elle est dans une secte, hein, les gars. Et puis pour ce qu'on sait, ils vont peut-être la charcuter dès le lendemain. Peut-être, mais factuellement, c'est vrai, elle a trouvé une famille qui l'écoute. Oui. Je peux comprendre les gens ce qu'ils veulent dire, mais par contre, se réjouir de se dire c'est ce qu'il lui fallait, non, elle est juste... Non, pas possible. Moi, je trouve ça horrible parce qu'il pourrait tout à fait lui réserver le même sort. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire de cette fille. On ne sait pas. Et puis elle ne pourra jamais partir parce que si elle veut partir, de toute façon, ils vont la zigouiller. Hein. Surtout quand tu sais que la reine de mai change apparemment chaque année. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas un sursis incroyable. Non, c'est sûr. Et puis, donc, autre chose aussi sur lequel je voudrais revenir que je trouve vraiment intéressant. Learga et Dany sont vraiment représentés par leurs émotions, en fait. Hein. Oui. Et Christian, lui, il est représenté par sa passivité. Et là, ça devient carrément littéral à la fin du film. Littéralement passif, exactement. Il est littéralement passif. C'est-à-dire qu'il devient... son plus gros défaut est finalement ce qui l'amène à sa perte. Parce que voilà, comme il est drogué, quoi, il ne peut plus bouger, donc il est littéralement passif. Et voilà, je pense que c'est vraiment pas un hasard en fait, hein, si c'est ce châtiment-là qui lui est réservé. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, il était dans le contrôle de la relation avec Dany, et là, il se retrouve contrôlé en fait. Voilà. C'est assez intéressant. Et alors, pour partir un peu plus dans l'image, Christian, c'est un prénom typiquement qui évoque typiquement le christianisme, donc qui fait un peu écho finalement un peu à l'ordre patriarcal en fait, qui est assez dominant dans ce modèle-là, qui est en opposition à Arga où clairement c'est la femme qui domine. Il y a une femme qui est chef de la communauté, une femme qui fait danser les filles, clairement la femme à la fin qui désigne qui va mourir. Enfin, on voit vraiment que la femme est mise en avant. Et du coup, c'est assez marrant de voir que Christian, qui a le prénom le plus chrétien possible, meurt dans un rituel païen en fait. Je pense que c'est pas totalement innocent. Ah non, c'est pas innocent non plus, c'est sûr. L'ours aussi, alors pour revenir à la mythologie nordique, alors c'est assez compliqué de recouper les sources là-dessus, mais l'ours aurait une posture de roi des fauves qui serait un monstre ennemi dont on admire autant la bestialité autant qu'on la craint. Et dans un rituel sacrificiel, il représenterait l'incarnation du mal/mal, M-A-L-E, de par sa férocité et sa méchanceté. D'ailleurs, je crois que juste avant de mettre le feu à la bâtisse, il y a quelqu'un qui dit à Christian, enfin l'ours, pense à toute ta méchanceté, machin, et puis il lui met le feu, donc je pense que ça peut faire écho à ça, quoi. Mais par rapport à la peau d'ours, ce que tu disais, c'est que Dany est presque autant prisonnière que lui, en fait, quand tu regardes bien. Lui, il est prisonnier de sa peau d'ours, il peut pas en bouger, mais elle, en fait, elle se traîne avec cette espèce de robe de fleurs presque ridicule. C'est grotesque. C'est presque grotesque. Je pense que c'est voulu. Hein. Et tu te rends compte qu'elle est, elle aussi, en fait, est-ce qu'elle est au contrôle, est-ce qu'elle est passive en fait. Moi, je trouve qu'à la fin, quand on la voit se traîner comme ça, là, elle est presque transformée en monstre. Presque monstrueuse, ouais. Mais ça fait vraiment fin de conte de fées, pour le coup, un petit Totalement. peu. Alors, conte de fées, pas à la Disney, on est bien d'accord, mais... Et par rapport à ce que cette femme a provoqué, déjà, tu vois, encore une fois, la musique, cette espèce de... horrible parce que c'est presque une musique d'accomplissement, de joie, teintée quand même de trucs bizarres qui partent sur la fin quand les gens ils pleurent et tout, donc t'as une espèce de son inquiétant qui évoque peut-être quand même un peu ce qui reste des angoisses de Dany, tu vois, parce que on voit qu'elle sait pas, en fait on voit qu'elle se calque sur les autres, et que c'est quand elle les voit être tristes qu'elle devient triste, puis finalement à la fin elle regarde le temple brûlé et elle arbore ce sourire absolument horrible, qui pour moi en fait, la fin de ce film a provoqué vraiment un truc... Vraiment, enfin, j'étais entre deux os, si tu veux, parce qu'on a 9 personnes massacrées, Dany qui apparemment a basculé dans la folie, mais qui a l'air soulagée, et j'ai réussi à trouver le scénario, en fait, par rapport au scénario lui-même, pour citer la phrase de fin, alors que je l'ai traduit en français. Elle a trouvé une nouvelle famille, elle est la reine, elle n'est pas seule, elle s'est abandonnée à une joie que seuls les fous connaissent, elle s'est complètement perdue, elle est enfin libre, c'est horrible et c'est beau. En fait, clairement, le réal affiche le fait qu'il y a cette espèce de double lecture de c'est beau, c'est horrible, tu sais pas quoi en penser.
Et il espère vraiment que la fin en fait va déstabiliser, émouvoir ou perturber le spectateur. Je pense qu'il a tapé dans le mille. Ah oui, c'est sûr. Il y a qu'à voir d'ailleurs si tu tapes Midsommar sur YouTube, par exemple, t'as Ending Explained à tout. Oui, les sauces, c'est clair que. parce que je pense que ça a questionné beaucoup de gens, quoi, qui se disent mais on veut me faire comprendre quoi en fait avec cette fin. D'ailleurs, je vous encourage à aller découvrir pas mal à aller vous renseigner vraiment des gens qui ont fait des vidéos vraiment là-dessus sur analyser les choses. Alors, je sais pas si j'ai une référence à vous citer, mais il y a vraiment des choses intéressantes à voir sur YouTube. Vous avez par exemple, je vais carrément la citer si ça intéresse des gens, le meurtrier caché de Midsommar de la chaîne YouTube La Théorie de Graham, qui était vraiment intéressant, que j'ai regardé un peu. Et c'est vrai que ça met un peu en perspective cette fin. Est-ce que quelque part on doit être content pour elle? Est-ce qu'on doit être horrifié? Perso, c'est assez horrifique, je pense, quand même. Moi, je recommanderais, pour ceux qui parlent anglais, d'aller voir la vidéo de la chaîne The Take. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelait exactement, mais si vous tapez Midsommar The Take, vous le trouverez. Ils mettent surtout en avant le côté... la gestion des émotions en fait à travers Midsommar et comment Dani a toujours été réprimée par rapport à ses émotions alors qu'en fait c'était un sixième sens qu'elle avait et qui lui permettait d'être pleinement elle, et c'était même quelque chose c'était une grande qualité en fait qu'elle avait mais qu'on l'a toujours incité à réprimer, et c'est assez intéressant comme le fait qu'elle sente qu'il faut qu'elle se barre quand ça part en live et en fait non, on l'empêche, on lui dit on reste ou d'accord. Ou le fait que juste avant les suicides, si tu regardes une demi-seconde avant que les gens sautent de la falaise, tu vois qu'elle respire et tout. Et puis elle l'a compris en fait. Elle attrape la main de Christian, on voit qu'elle a compris juste avant que ça se passe, elle a déjà compris ce qui allait se passer. Non, c'est clair. Donc elle a cette espèce de grande empathie et de... Que personne n'a pour elle, en fait. Que personne n'a pour elle, exactement. Et on l'incite à le réprimer, alors que finalement, c'est presque un super pouvoir, quoi, parce que ça lui... Mais est-ce que on n'en revient pas encore une fois à l'image de notre société c'est un peu généralisant de dire ça, mais en fait, c'est un peu ça aujourd'hui, quelque part. Les gens, c'est ravale un peu ton empathie, il faut avancer, sois un requin, avance un peu et pense un peu qu'à toi. C'est quand même... C'est un peu... Oui, comme tu dis, c'est un peu caricaturé, mais je pense qu'on on en est un peu là, malheureusement, sur pas mal de points. Oui. Malheureusement, ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être inconscient de la part du réal. Je voulais faire un petit parallèle avec Hérédité. Alors là, je vais peut-être un peu spoiler la fin d'Hérédité. Oui, mais il faut le dire, je pense quand même. Voilà, c'est qu'en fait, Midsommar se termine avec une reine et Hérédité avec un roi, le roi Paimon, en fait, qui est donc l'entité qui a pris possession du corps de je ne sais plus son prénom. Et le groupe sur lequel se clôt Hérédité constitue une famille au même titre que le groupe sur lequel se finit Midsommar. Et on a aussi une représentation intense de la tristesse, du chagrin, les visages embouillis, esquintés aussi, on retrouve ça d'un film à l'autre. C'est quasiment la même fin en fait. C'est quasiment la même fin. Je me suis fait la réflexion, bon déjà il a un problème avec les sectes. Là, les personnes nulles et cultes païens, pareil, c'est quelque chose de permanent. Et en fait, c'est pas tant avec les sectes, mais visiblement, ce qui terrorise en fait Ari Aster, c'est cette impression que tout est joué d'avance et qu'il a aucun contrôle en fait sur le cette C'est pour ça tout à l'heure je te parlais du fait qu'il pensait peut-être que sa famille était maudite à une époque et ce qui lui a donné envie de faire Hérédité. En fait, ce qui l'effraie, c'est cette espèce de que tout soit peut-être prévu, qu'il le sache pas, que quelqu'un joue avec ta vie en fait. Et comme là en fait on va peut-être aborder finalement la chose de la fin sur le fait que le film se spoil lui-même dès le départ. Oui. Ari Aster a voulu ça en fait pour montrer que quelque part tout ça était inéluctable et c'est quelque chose qui lui fait peur. Il a peur de pas être au contrôle de sa vie et que tout ce qui se passe est censé se passer et que de toute façon quoi qu'il se passe, tu pars d'un point A pour arriver à ce point B et c'est un truc qui l'angoisse quoi. Et je pense que c'est là qu'on peut commencer à parler de la fresque qui ouvre le film. Qui ouvre le film. Le tout début du film en fait est un spoil. Un spoil monstrueux de tout le film. De tout le film. Alors bon, quand on commence le film, on n'est pas apte à le comprendre. Non. Mais c'est vrai qu'après, quand on le sait, c'est assez intéressant d'y revenir. Donc c'est vrai qu'on voit... Enfin, je sais pas si tu veux le développer un petit peu, mais... Ouais, en fait, c'est la fresque dont je parlais au tout début de la description de l'intro du film. Donc attendez, j'y reviens sur mes notes. Voilà, les premières images du film font plus penser à l'introduction d'un Disney qu'à un film d'horreur. Une douce mélodie accompagne les premières images qui sont pour l'instant bien énigmatiques pour le spectateur. Ce sont des dessins colorés, comme ceux d'un livre pour enfants, qui racontent vraisemblablement une histoire. Donc là, en fait, toute cette partie-là, on voit, c'est très joli. Hein, c'est une jolie petite fresque avec des petits dessins. Ouais, ça fait vraiment livre pour enfants. C'est ça. Et en fait, il y a tout dessus, quoi. Il y a la mort des parents de Dani. Avec le tuyau, cette espèce de tuyau sur l'image avec le crâne de la mort qui, par contre, est coupé juste avant d'arriver à Dani.
Je sais pas si de mémoire c'est ça, je l'ai pas sous les yeux. On a peu après Pélé qui joue de la flûte, donc si on le prend en sens littéral, je joue de la flûte, qu'en fait il enjole tout le monde. Qui fait rentrer le petit groupe dans le clan. On voit même aussi sur un plan de la fresque Dan et Ylva qui sautent de la falaise. On voit la scène de la danse, on voit le soleil à la fin qui sourit, qui pourrait presque rappeler le sourire de Dany à la fin du film. Il y a quasiment tout en fait, jusqu'à même Dany qui se fond dans le groupe et qui disparaît de l'image, où tu sais plus où elle est à la fin. C'est littéralement ce qui se passe, quoi. Quand tu revois le film, tu te dis, il me spoil tout le film. Tu vois même Marc avec son bonnet de bouffon. Oui. Donc mais c'est bon, déjà c'est très peu de temps, je sais pas, c'est quelques secondes. C'est le premier plan, c'est le premier plan du film. Ça dure vraiment pas longtemps, on n'a pas le temps de vraiment comprendre ce qu'on voit. Hein. Mais même si tu mets pause, t'as aucune idée qu'un mec va te montrer ce qui se passe de A à Z dans son film. Mais on revient vraiment à l'horreur en plein jour. Voilà, c'est genre, mais je vous ai pas menti, regardez, je vous l'avais dit, quoi. Comme les Argas qui mentent sur rien et qui t'expliquent que à 72 ans on meurt, voilà, c'est ça. Et que en gros c'est le fruit d'une consanguinité et on s'en cache pas, on s'en fout, quoi. C'est ça. Et là c'est exactement la même chose, c'est en plein jour, quoi. On te dit dès le départ, voilà ce qui va se passer. Et d'ailleurs, si tu me permets de revenir un petit peu sur tout ce qui annonçait les événements à venir, j'ai fait une petite liste parce que, alors je vais carrément la lire parce qu'elle est un peu longue, mais on a la photo de Dany dans la chambre de ses parents qui est posée sur le chevet, entourée d'une couronne de fleurs. Est-ce que ça annonce ce qui va venir ou on ne sait pas. Il y a une peinture, il y a un tableau dans la chambre de Dany du peintre suédois John Bauer qui est connu pour représenter. Ses œuvres sont inspirées de l'art du folklore suédois et on y voit en fait un énorme ours qui fait face à une petite reine, une petite fille avec une couronne qui semble dompter l'ours en fait. Donc ça fait un peu écho à la fin, tu vois, quelque part. La reine qui va dompter l'ours. La photo de l'épouvantail dont je te parlais. Extraite du Magicien d'Oz de 1939 en fait, sur le frigo de Christian, qui est un personnage effrayé par le feu, qui rappelle le sort final de Christian. La banderole Halsinglad aussi, qui quand il passe sous la banderole en voiture, elle est à l'envers, donc c'est compliqué pour nous de décrypter ce qu'on voit, mais en fait en tout petit, sous la banderole, c'est écrit « Stopper la migration de masse à Hälsingland, voter pour un Nord libre cet automne ». Donc limite un peu, tu vois, comprendre que sous le gros titre, il y a peut-être un sous-titre qui te fait comprendre que tu n'arrives pas forcément dans un lieu totalement bienveillant et c'est un peu sectaire, tu vois. On a aussi le frère de Pélé, Ingemar, qui dit à Simon que les enfants jouent à Skin the Fool, avec un super accent anglais. Il s'inspire peut-être du rituel qui tuera Marc, puisque Skin the Fool, c'est, tu m'arrêtes si je me trompe, dépecer l'idiot. Dépecer l'idiot. Et est-ce que les enfants chantent pas ça et jouent pas à ça suite à ce qui s'est déjà produit pour quelqu'un d'autre avant, qui a déjà été dépecé l'idiot ou le fou, d'ailleurs, un fool, c'est aussi le fou du roi. Oui, le fou du roi, c'est clairement dans ce sens-là, je pense qu'il faut l'entendre. Et c'est ça, d'ailleurs, à la fin, il a une espèce de chapeau ce qui de reste bouffon, de lui, en tout cas, c'est clair. Donc la fresque sur l'étendage observée par Connie, qui a montré le sort que Maya a jeté sur Christian. Et le dessin de l'ours aussi, quand Christian attend pour parler avec Siv, il observe la tapisserie, il y a un ours en feu. C'est encore une fois, c'est littéralement la fin du film. Et je pense que tu avais vu cette info aussi sur Dany Ardor, son prénom, enfin son nom de famille. Ardor, ce serait un dérivé du verbe latin ardere. Je sais pas si on dit ardere ou ardere, d'ailleurs en latin, j'en ai aucune idée. On a fait italien tous les deux, mais on n'a pas fait latin. Donc... qui signifie brûler. Donc encore une fois, difficile de croire que c'est du hasard. C'est pas du hasard, c'est sûr. Et clairement, ce procédé serait utilisé par Aster pour sa peur d'être prisonnier d'un héritage qui soit familial ou autre, comme dans Hérédité, ou d'une situation où tout semble jouer d'avance, et pour lui, ça confère vraiment au désespoir et à la futilité de la vie de se dire que peut-être tout est prévu, quoi. Donc voilà. Je sais pas si t'as peut-être évoqué vite fait la version longue, ça peut être bien. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu veux que je cite un petit peu. Vas-y. Ça peut être intéressant que vous le sachiez. Concrètement, dans la version longue, il y a quelques scènes en fait. Alors moi, personnellement, je l'ai pas préférée à la version courte. Je dirais même que la courte est meilleure parce que pour moi, la courte est assez subtile pour dire ce que la longue te dit un peu, mais que t'avais pas besoin de voir en fait. D'accord. Notamment la scène de la discussion sur la Suède au début qui est rallongée, quand Dany s'excuse presque de demander à Christian pourquoi il va en Suède et tout. C'est vachement rallongé et on pose plus le fait que Dany pleure pour retenir Christian. On n'avait pas vraiment besoin de ça, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était pas forcément très utile, je trouvais. Ouais, alors moi j'ai vu que la version longue en fait, mais du coup, c'est... Je trouve ce dialogue excellent, donc honnêtement ça m'a pas choqué, mais peut-être que dans la version courte, du coup je l'ai revue, mais assez rapidement pour écrire du coup mes notes sur le podcast. J'ai pas franchement ressenti les différences, honnêtement. Moi je l'ai bien vu parce que je l'ai vu en fait vraiment, j'ai regardé d'abord la version courte et tout de suite après la longue en fait. D'accord. Et t'as notamment bien repéré les différences. Voilà, j'ai vraiment listé les références. T'as la scène de voiture qui est rallongée où
c'est assez intéressant. On voit que Danny, tout le long du trajet, est filmé seul dans son coin. Personne ne lui parle dans la voiture. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. La seule personne qui lui parle, c'est sa copine Amy, en fait, qui lui réécrit en lui disant comment tu vas, tout ça et tout. Elle lui dit bon anniversaire, ce qui appuie le fait que Christian l'oublie. Et ça, c'était intéressant, je trouvais, parce que du coup, la seule personne qui pense à elle, c'est la seule qui est pas dans la voiture, en fait. Ouais, c'est ça. Et elle dit même à Pélé un truc du genre, t'as vu Pélé, t'as fait un lavage de cerveau à tout le monde dans la voiture parce que quelqu'un fait un commentaire sur là où ils vont. Et Pélé, il sourit, je sais plus comment, et tu te dis ouais, en fait, quand tu sais ce qui arrive après, derrière ça, c'est bien. On a la scène aussi qui est à peine rallongée pendant le suicide à Testupan. On voit que, tu sais, la Siv, elle lit le Rubiradre, et là, il y a un plan très bref qui montre ce qu'elle lit, et elle lit les peintures, en fait, de Ruben. Et très vite, tu te dis, en fait, elle lit rien, elle lit n'importe quoi, donc tu comprends très bien que les mecs sont zinzin, quoi. Et ça a été enlevé, et c'est pas plus mal, parce que du coup, ça nous montre moins vite que peut-être ils sont pas... Oui, jusque-là, ça a l'air tellement... Et puis bon, tu sais pas encore ce qui va se passer, tu sais pas encore qu'ils vont se suicider. Ça a l'air d'être des rituels assez inoffensifs au départ. Oui, au départ, ouais, avant que ça... Ouais. T'as aussi la scène qui est rallongée entre Josh et Christian sur le débat de la thèse, qui est assez intéressante, où ça appuie un peu Josh et reproche à Christian de lui dire, en fait, littéralement, t'es un opportuniste, moi je me suis investi là-dedans, toi, d'un coup, tu sors ça de ton chapeau. Pareil, est-ce que c'est très essentiel ? Non, on peut le deviner. Tout ça, en fait, c'est pas... On le ressent, ça. Voilà. T'as une scène carrément inédite qui, elle, est intéressante, où, de nuit, où ils vont sacrifier un enfant en le noyant. Ils demandent un volontaire, un enfant se désigne. Et là, c'est Danny, en fait, qui, en hurlant, arrête le fait qu'ils vont lester le gamin dans l'eau pour le tuer. Christian, lui, ne réagissait pas, les autres non plus, il laissait faire. Et bizarrement, quand Danny ouvre sa bouche en disant non, faites-le pas, tout le monde l'écoute. Tout le monde s'arrête et tout, en disant c'est bon, nos dieux. Et ils réagissent comme elle, en fait. Ils réagissent comme elle, vraiment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vêtement que porte l'enfant, lesté des chaînes et tout, c'est le même que porte Connie à la fin, dans la brouette, quand on voit son corps. Et en voyant la version longue, on comprend qu'en fait, le cri que Mark, Josh et Danny avaient entendu à un moment dans le film, c'est celui de Connie, et qu'en fait ils l'ont noyé, comme le gamin aurait dû l'être. Donc en fait elle a littéralement pris la liasse du gamin, la pauvre Connie. Donc ça c'était intéressant, mais ça cassait un peu l'effet lumière du jour de Midsommar, parce que cette scène était longue et se passait de nuit. Oui. Et ça cassait le côté, c'est vrai, le côté trop. très lumineux, voilà. Oui, tout à fait. Et pour finir, après, on avait la scène inédite entre Christian et Danny qui se disputent, parce que là où Danny disait juste, te rends compte ce qu'on vient de voir, là, en fait, clairement, elle lui disait, mais on vient de voir un rituel païen, c'est pas normal, faut qu'on se barre. Alors c'est bien, et en même temps, ça court-circuitait un peu le film, parce que tu te disais, mais attends, elle a l'air vraiment sûre d'elle, et très consciente qu'il faut se barrer, pourquoi elle le fait pas quand même, quoi, à la fin. Donc je suis pas sûr que cette scène était vraiment utile. Elle remonte quand même le fait que dès que Christian la culpabilise, ça remarche, elle pleure. Donc c'était assez intéressant. Et la scène rallongée de Christian et Siv, quand ils s'entretiennent, où elle lui dit tu vas t'accoupler avec Maya, il lui dit quand même est-ce que je peux pas y assister sans y participer. Donc assister, parce que elle lui vend le truc en lui disant Voilà. Pour votre thèse, c'est bien, ça vous permettra d'assister au rituel d'accouplement. C'est ça. Et en gros, lui, il essaie de marchander le truc en disant oui, mais je peux peut-être y assister sans y participer, quoi. Ouais, donc quelque part, tu vois, voilà, c'est pas un salaud. Mais je pense je vais me taper Maya, en fait. Clairement, lui, pour moi, c'est presque, c'est un viol, quoi. Il est pas franchement consentant. Ouais, c'est un film assez riche en termes de ce qu'on peut y voir et ce qu'on a à y voir. Et je vais juste finir avant de dire un tout petit mot sur Wicker Man, parce que le podcast est déjà très long. En même temps, on n'a vraiment pas pris le film le plus simple pour démarrer, je pense. C'est sûr. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et c'est même pour ça que moi, il m'a intimidé quand je comptais en faire un projet, une vidéo à part, parce que c'était monstrueux. J'ai dit, mais c'est tout ce qui est abordé. La petite anecdote finale, Marc, en fait, si on fait attention, il porte tout au long du film des chaussettes, enfin deux paires de chaussettes remontées très haut sur ses jambes, parce qu'en fait, il a la phobie des insectes, des tiques plus spécialement. Qui est aussi la phobie du réalisateur, parce que quand tu regardes le making-of du tournage, il a en permanence des chaussettes, double chaussettes et tout, et en fait, ça m'emmène au même problème que moi je vis à titre personnel, je t'en ai déjà parlé, c'est que je ne peux pas me promener dans un sous-bois, dans des hautes herbes, sans ramener 4 ou 5 tiques sur moi, à tel point que j'en suis venu à la même technique, c'est-à-dire remonter très haut des chaussettes spéciales, des pantalons rentrés dans les godasses, des produits et tout. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, ok, bon, Ari Aster, lui aussi, il a le même problème que moi. Je me suis dit, c'est bon, je suis pas un cas désespéré. Mais c'est très drôle, en fait, de savoir que la peur de Marc, des insectes et tout, c'est celle du réal, quoi. Et tu le vois dans tout le tournage, il a ses doubles chaussettes remontées. Et c'est trop drôle parce que le mec, il a la tête d'une équipe de tournage et tu le vois comme ça. Donc, c'était la petite anecdote finale assez marrant, je trouvais. Donc voilà. Et je sais pas si tu l'as vu du coup, The Wicker Man de Robin Hardy, qui date non, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que clairement, ce film en est inspiré. Je l'ai lu à plusieurs reprises.
Midsommar a été inspiré de Wicker Man. Moi, j'ai essayé de faire la démarche, j'ai réussi à le trouver pour le voir, et donc il date de 1974, donc je peux comprendre qu'il est assez vieux quand même, à l'époque il a dû secouer un peu celui qui le regardait. Il est considéré comme la base de tous les films qui suivront concernant le culte païen, voilà, tout ça. Il y a d'ailleurs Christopher Lee qui joue dedans, qui est bien flippant. Et en fait, je trouve quand même que la comparaison avec Midsommar, elle est assez limitée parce que en dehors du final où vraiment t'as, concrètement, alors je vais spoiler The Wicker Man, même si je suis désolé, mais c'est dur d'en parler sans ça. T'as un mec en fait qui est brûlé vif dans une espèce d'immense statue assez bizarre, l'homme de paille de Wicker Man. Il brûle vif, mais là on a beaucoup plus une confrontation chrétienne vs païen qu'on a dans Midsommar, où finalement c'est qu'un prétexte en fait. Et on a quand même quelques points en fait en commun. Donc on a la photo des filles chaque année avec les moissons qui rappellent vachement la photo des filles avec Midsommar de chaque reine de mai. Les tenues portées par les femmes, elles sont quasiment identiques. C'est vraiment quelque chose visuellement qui te rappelle ça. Le mat de fleurs avec ce qu'on sait qu'il évoque du coup. Le trash qui survient un peu d'un coup, du genre je me rappelle d'une scène où t'as le mec en fait il vient enquêter sur l'île pour la disparition d'une femme. C'est ça le flic. Tu comprends qu'en fait le flic a été amené volontairement par le groupe là-dessus, donc c'est là qu'on retrouve un peu le thème de Ari Aster, tout est prévu, tu vois. Et à un moment donné, ils trouvent le cordon ombilical de la fille, en fait, qu'ils ont mis dans un jardin, pendre à un arbre et tout, et le mec lui dit ça normalement, il était là, mais c'est horrible, tu commences, tu vois, une espèce de malaise qui s'installe. L'ambiance malsaine en plein jour, le film se passe quasiment en plein jour. Ce jeu avec la nudité, l'envoûtement, on a une scène totalement barrée, je pense que pour l'époque, t'étais là, donc t'as la fille totalement nue qui danse à côté de la chambre du mec, avec une espèce de musique qui semble envoûter le flic, qui se laisse presque charmer, et vraiment bizarre comme ambiance. Et là, je pense que Aster a peut-être pioché un peu dans cette ambiance-là. Puis après, on a le sacrifice par le feu, l'imagerie animalière qui est assez présente, et l'opposition christianisme vs paganisme, avec un héros par contre qui garde la foi jusqu'au bout, qui crie encore des prières en fait vraiment pieux religieux et tout, et qui limite accepte son sort parce qu'il pense vraiment qu'après ce qu'il attend sera mieux, alors que les païens ils crament juste un mec pour assouvir leur espèce de folie. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs Wicker Man est ressorti le 19 mai 2021 au cinéma cette année. Il est ressorti au cinéma pile quand je préparais un peu toutes ces infos là, donc il est ressorti récemment. Et justement j'ai vu tout de suite les critiques leur comparer à Midsommar tout de suite, parce que pour moi la comparaison s'arrête là, c'est plus les bases y sont, mais après vraiment ça s'éloigne totalement de... Non, c'est pas... Donc voilà. Et si je peux dire un petit mot sur les prochains films de Ari Aster, il serait en train de préparer Disappointment Boulevard. Vas-y, dis-le à ma place, Marie, fais-le. Disappointment Boulevard. Ça a quand même bien plus de classe. Qui apparemment serait avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre, donc ça m'intéresse particulièrement. Qui dresserait le portrait d'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. C'est la seule info qu'on a sur le film, et on a appris... la semaine dernière que l'actrice Amy Ryan ferait partie du casting. Donc je connais cette actrice, je sais plus où je l'ai vue, mais en tout cas elle ferait partie du casting. Alors à quoi s'attendre, on le sait pas. C'est quand même compliqué de... Ça sera de l'horreur aussi? Ouais, je pense. C'est compliqué de penser qu'il va s'éloigner de son style quand même, parce que quand on lui a dit les visages éclatés et malmenés, c'est un truc qu'on va revoir, il a fait faut vous y attendre. D'accord. Donc je sais pas si... Je suis pas sûre que je le verrai. J'adore Joaquin Phoenix. On ira le voir ensemble. Voilà, super. Donc voilà, on arrive au bout de ce premier podcast. C'était très long, c'était peut-être plus long que ce qu'on avait prévu, mais en même temps, on estime avoir abordé. De matière, là. Et puis c'était aussi le premier qu'on faisait, donc fallait quand même se caler un petit peu, faut dire ce qui est. On tient à remercier particulièrement quand même David qui était là pour assurer tout l'aspect technique de la prise son. Merci beaucoup. De même après que tous les gens qui gravitent autour, et je vais les remercier, je vais les nommer parce que ça en vaut la peine. Remercie à mon papa Thierry qui m'a aidé à bricoler quelques trucs pour la prise son. Je vais remercier aussi Joseph Sardin, Maxime, ma chérie Anne-Sté, Rémi, il se reconnaîtra, Giaco audiovisuel, Stéphane et Marie et Anna. Et je parlais bien sûr de Rémi. Oui, l'homme le plus classe du monde. Exactement, voilà. J'ai failli dire Rémi, l'homme le plus classe du monde, mais c'était de la private joke. Mais voilà. Pour les conseils qu'ils ont pu donner, pour les soutiens qu'ils peuvent nous faire, et pour tout le reste, et ceux que j'ai oubliés, ils sont remerciés sans que je les ai nommés, voilà. Donc je sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin pour conclure, mais... Non, alors c'est un film extrêmement intéressant. Oui, ce serait peut-être bien de dire finalement, est-ce qu'on le recommande ou pas, juste. Merci de m'arrêter. Moi, je le dis, je l'ai dit, je n'ai pas aimé ce film, parce que pour moi, il est trop dur, trop graphique, trop violent.
Mais parce que justement, je pense que c'est un film qui atteint exactement son objectif. Ouais. C'est-à-dire qu'il a tapé exactement là où il voulait taper le réalisateur, quoi. Donc, moi, voilà, ça reste un bon film, du coup. Parce qu'il fourmille de détails, parce que les acteurs sont exceptionnels, parce que la réalisation, la photographie est magnifique. Je veux dire, il est bourré de qualité, ce film, mais pour moi, un peu trop, quoi. Ouais. Alors moi, je le recommanderais, ne serait-ce que pour vous faire votre avis, et parce que je trouve quand même qu'il apporte une petite pierre assez originale. Il apporte sa petite pierre à l'édifice des films d'horreur, en fait, mais à sa manière. Et par contre, c'est vrai qu'on peut quand même constater, tu vois, j'avais pris quelques notes sur le box-office mondial qu'il a fait. Il a rapporté que, entre guillemets, 47 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme à l'échelle mondiale. Quand tu vois que... Par contre, quand tu sais qu'il a coûté que 9 millions, c'est très rentable ce qu'il a fait. Donc, ça reste un réal qui rapporte quelque part, malgré tout. Mais ça reste quelque part, pas un film de niche, mais disons que c'est pas le truc que tu vas te dire, tiens, cet été, je vais aller voir Midsommar ou Hérédité. Je pense que c'est vraiment des gens qui s'intéressent plus aux films de ce style-là. Oui, tout à fait. Et donc, interdit au moins de 12 ans, ça, c'est un truc que je comprends pas, hein, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un film que quand même je recommanderais, même si c'est clair qu'il vous laissera pas indifférent. C'est-à-dire que voilà, faut savoir dans quoi on met les pieds. Et surtout, ne montrez pas à votre enfant de 12 ans. Moi, je non. Moi, je me pose. Non, mais âme sensible, s'abstenir. Hein, vraiment, vraiment, quoi. Il y a des images. C'est vrai que, quand t'es très sensible, moi, je le suis à titre perso, mais devant un film, j'arrive à prendre du recul, mais il y a vraiment des images de violence graphique. C'est très très cru. Oui. C'est-à-dire que même quand tu fais pause, tu te dis attends, je vais chercher où est-ce que c'est, comment c'est fait, tu trouves pas, tu as vraiment l'impression les visages éclatés, que tu vois quelqu'un, c'est ultra dérangeant. C'est vraiment presque le truc comme s'il se produisait en vrai et ils s'en foutent, c'est frontal et fait avec quoi. Et moi je sais que ça m'a ça secoue. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, des images de Midsommar. Et puis il y a une ambiance quand même très 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 lourde. C'est éprouvant quand même pour les nerfs. Oui, non, c'est pas. On finit le film. Moi, j'étais à la fin en mode c'était bien, mais pour le revoir, on va attendre. C'est fatigant, c'est violent, c'est fatigant. Et c'est vrai que oui, je vous dis, mon cerveau m'a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi je m'affiche ça en fait mais pourquoi tu me fais regarder ça quoi mais bon, après je regrette pas parce que c'est sûr que d'un point de vue purement cinématographique, quoi, c'est super intéressant. C'est quelque chose de très très intéressant. Je pense, ça engage que moi que là on voit un peu l'avènement d'un cinéaste qui va vraiment durer et que puis c'est quelqu'un de jeune en fait, Ari Aster, donc c'est sûr. je pense qu'il a. Moi, Hérédité, je m'avais vraiment impressionné. J'ai accroché vraiment au visuel qui était dingue, je trouvais. Après, j'ai trouvé que ça restait vraiment plus film d'horreur assez classique. Mais après, c'est vrai que on était plus sur du classique. C'est pareil, quand tu creuses un peu ce qu'il a voulu faire, ça reste quand même intéressant. Ça reste très intéressant, je pense, oui, tout à fait. Et voilà. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce podcast déjà. On vous invite à nous suivre. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube. Vous avez tous les liens en description. Et puis, on va aborder le prochain film. Donc, le prochain film qu'on abordera sera totalement autre chose. Ça sera, on va dire, le classique 8 Mile de Curtis Hanson avec Eminem dans le rôle titre. Film dont on a envie de parler. Donc, ça sera le prochain qu'on abordera. Donc, voilà. Merci Marie. Merci Richard. Merci Marie-Lise et puis à bientôt. À bientôt.